OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va parler d'astronomie. Mais avant, je sais que je vous en ai déjà parlé avant, mais c'est toujours intéressant à mentionner. Savez-vous combien de satellites actifs sont en orbite autour de la Terre? Près de 2630. En plus de tout ça, 7000 objets du genre des réservoirs de fusées ou autres morceaux résultant de lancement des satellites ou des sondes d'exploration. Il y en a des centaines de milliers de débris de 1 à 10 cm qui proviennent de la désintégration d'anciens satellites et des dizaines de millions de débris de moins de 1 cm. Et ceux-ci sont des menaces pour les satellites qui sont présentement actifs. Donc, ils sont surveillés par le North American Air Defense Command et le CNES, le Centre national d'études spatiales via les télescopes et les radars, des télescopes spécialisés pour ça. Donc, la Lune, et je voudrais aussi mentionner que la Lune se situe d'ici, ce que les gens ne savent pas vraiment parce qu'on ne calcule pas ça. On n'est pas tous des astronomes amateurs ou astronomes tout court. Mais la Lune se situe à 384 400 km de la Terre, si je ne me trompe pas. Et on me corrigera sinon, mais c'est ça, j'ai tout vu ça, c'est tout frais là, dans mes recherches. Et la station spatiale aussi, qui est environ à 400 km d'ici, 400 à 408, ça dépend ça dépend de son aire d'aller, je crois bien. Mais en fait, il y a aussi le télescope Hubble qui est situé à 590 km de la Terre. Et on peut observer avec ce télescope-là, on peut observer des objets situés à 11 milliards d'années-lumière. C'est énorme, très énorme. Les satellites sont aussi sont situés à différentes distances de la Terre, soit en orbite moyenne à 20 000 km, je dirais, à peu près, en moyenne. Il y en a à 15 000, 16 000, il y en a à 20 000, 22 000, ça joue dans ça. Et certains sont en orbite elliptique et la plupart sont en géostationnaire, moi-tu le dire. 36 000 km de la Terre. Et c'est ça qui est intéressant. On va parler de tout ça un peu aujourd'hui parce que on a des invités en studio. D'ailleurs, j'ai Bruno Lefebvre. Bonjour, Bruno. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi-même. Et savais-tu ça, tout ce que je viens de te lire? Pas tout, mais j'étais un petit peu au courant, là. Comme les satellites géostationnaires, par exemple, on pense à notre GPS et tout ça, c'est tout calculé par la position établie par les satellites qui sont géostationnaires au-dessus de nous. Si je ne m'abuse, nos astronomes qui sont avec nous également vont pouvoir nous confirmer tout ça. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, la Lune serait à peu près à 1 seconde-lumière de la Terre, c'est ça? 384 400 km de la Terre. Ça veut dire qu'il y en a assez long, là, elle est là. Oui, c'est pas comme, ça prenait 3 jours. Dans le temps, quand elle allait sur la Lune, à l'époque, là, c'était 3 jours de vol en fusée. En vaisseau spatial. Ouais. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Patrick Tremblay. N'est-ce pas? Bonjour, Patrick. Oui, bonjour tout le monde. Ton micro est ouvert, pourtant. Je comprends pas pourquoi tu t'entends pas. Oui, 1, 2, 3, test. Encore. Y a-tu un petit piton? C'est bon? OK. C'est bon. Alors, oui, bonjour tout le monde. Bien, Patrick, avant, pour te présenter, je sais que tu t'intéresses à l'astronomie depuis 40 ans. Mm-hmm. Tu as aussi t'as emmené ton collègue aussi, Claude Boivin. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Claude, lui, est dans le domaine aussi juste depuis 50 ans à peu près.
Donc, vous êtes vraiment spécialisé depuis, tu sais, regarde, vous vivez, vous baignez là-dedans. Vous êtes comme tombé dedans, comme Obélix. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez on a un petit. siècle d'expertise ici avec vous. Là. Ben oui, c'est ça que je trouve ça très intéressant. Oui, mais vous n'avez pas l'air si vieux que ça, finalement. Vous avez un siècle quand même. Vous êtes exagéré un peu, là. On s'en tire bien. Ouais. Claude Boivin, tu es le président du Club d'astronomie Les Boréalides et tu es le planétariste en chef du planétarium de Saint-Félicien. Et toi, Patrick, en fait, tu viens d'avoir ton poste à temps plein au planétarium de Saint-Félicien, mais tu es planétariste aussi, astronome amateur, mais vraiment rendu à ce point-là, là, c'est... On dit amateur, mais vous avez peut-être probablement les connaissances. C'est juste la différence, c'est que vous n'avez pas le cours officiel de l'université ou quoi? C'est pour en faire la différence? Ben, c'est beaucoup l'observation et l'expérience personnelle avec les années accumulées. C'est sûr qu'il faut se mettre à jour constamment parce que ça bouge sur Terre, mais ça bouge aussi dans le ciel, dans l'espace. Okay. On se met à jour constamment. Mais oui, c'est beaucoup d'expérience. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est comme un amalgame de connaissances et de vécus. Puis on exprime ceci, tous les phénomènes célestes à l'intérieur d'un dôme gonflable, qu'on appelle le planétarium. Alors, touche pas à la table. Oh, excusez-moi. Tu peux y toucher, mais tape pas parce qu'on l'entend vraiment. C'est vrai, c'est très sensible, j'avais oublié, désolé. Alors, c'est ça, c'est que tout ceci, les activités se passent sous un dôme gonflable. Le dôme, le planétarium à Saint-Félicien, et on a aussi un kit qui est mobile. Ça a 18 pieds de diamètre par 12 pieds de haut. Puis à l'intérieur, on assoit 25 adultes. C'est des chaises qui sont situées en périphérie à l'intérieur du dôme. Okay. Puis à l'intérieur de ce dôme-là, on a un système de projection avec un ordinateur, puis un système de projection qu'on appelle fisheye. Alors, tout ceci se projette sous le dôme. C'est un écran de projection 360 à immersion totale. Okay. Alors, on exprime les connaissances de l'astronomie, tous les phénomènes astronomiques. Nous possédons des centaines des milliers d'images, des centaines de vidéos. Alors, tout ceci se passe à l'intérieur du dôme, sous projection. On explique tous les phénomènes astronomiques. C'est très interactif. Nous faisons du live. Il y a aussi des spectacles qu'on présente, des animations. Et aussi, on va dans les écoles, on va un peu partout. Puis on a des très, très gros projets au niveau provincial. Mais en résumé, c'est ça. C'est que tout ce qu'on fait comme activité maintenant, c'est concentré sous le dôme, à la fois à Saint-Félicien, dans nos locaux, à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, et nous allons aussi sur la route. D'ailleurs, il y a 3 jours, nous étions à Alma, lors du salon de la FADOC. On avait le dôme gonflable. C'était quasiment l'attraction de la place. C'était le clou de la journée, de la fin de semaine. Alors, les gens ont été très impressionnés. Je pense que, Claude, on a reçu près de 800 personnes lors d'événements. Ça a été vraiment un très bon succès. C'était vraiment intéressant. Ah, ben oui. Les gens ne savaient pas qu'il existait un tel planétarium au Lac-Saint-Jean. Alors, pour le public qui veut venir nous visiter, c'est vraiment une occasion unique. Là, c'est familial. Ça peut être très scientifique. C'est très pédagogique aussi, mais un aspect familial. C'est très vulgarisé parce que nous sommes des vulgarisateurs astronomiques. Oui, c'est ça, j'allais dire aussi, pour vous présenter, donc, c'est ça, vous êtes des vulgarisateurs en astronomie. Exactement. Mais en fait, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a pas la connaissance universitaire ou peu importe, parce que vous faites l'observation toujours, vous le faites sur le terrain tout le temps. C'est ça. C'est ça que je trouve. On reçoit les gens. On a beaucoup de télescopes. On a même un dôme rotatif qui abrite un télescope électronique motorisé. Alors, nous possédons à la fois planétarium et observatoire au centre astronomique à Saint-Félicien. Ça, c'est une première, ça. Alors, les gens peuvent visiter nos locaux à l'intérieur. On a une salle thématique avec différents thèmes sur l'astronomie, sur l'espace. Et ensuite, on a une salle de projection sur les aurores boréales qu'on appelle la météo spatiale. Il y a des photos d'aurores boréales qui sont très spectaculaires. Puis, au fond, 3e local, c'est le planétarium fixe. On possède une technologie 4K à Saint-Félicien. Wow! 4K en plus. Fait qu'on peut présenter... C'est la bonne qualité. Tu as l'impression d'être vraiment dedans. C'est ça. Et nous, on est les seuls au Québec à avoir le 4K dans un petit planétarium comme ça. Ben, c'est normalement le fun, ça. Messieurs, j'ai 2 questions à vous poser avant qu'on aille plus loin. 2 questions. Patrick, on se connaît depuis 20 ans. M. Boivin, on s'est croisés il y a une vingtaine d'années. Déjà aussi. 20 ans, ça passe vite. Oui. Premièrement, est-ce que le lac a calé? Puis deuxièmement, est-ce que la Terre est plate? Maudite question plate. Vous êtes donc bien plate ce matin, vous, mesdames, messieurs. Ça n'a pas de bon. Non, mais écoutez, poser la question, c'est
Ça y répondre. Non, mais tu sais, regarde, on devrait appeler Monsieur Saint-Jacques, notre petit bonhomme de Monsieur de Charlebourg, là. Hein? C'est un astronaute qui vient de Charlebourg. On pourrait lui poser la question un jour. Ben oui. Tu sais, ils sont en orbite, là. Puis ils prennent des images à partir de l'espace. Voyons, c'est quoi le trip, là? Ça, moi, ça me fait rire, cette question-là. C'est ça, parce que sinon, vous seriez obligé de projeter sur un plafond plat, si la Terre était plate. Ça serait moins compliqué, en tout cas. Hey, on est en direct, là? Ben oui. Okay. Oui. Ben oui. OK, la caméra est là. Mais tu m'as pas répondu. Est-ce que le lac a calé? Attends un petit peu, là. Laisse-moi remettre dans mes émotions. Je pense qu'il était en cours de calage. Ou en décalage. Je pense que Bruno, il en est bien les larmes aux yeux à force de... As-tu une troisième question? Hey. Je vais faire mieux que ça. Oui. Je vais vous couper le sifflet de là. Oui, mais juste une petite dernière intervention. Moi, je suis allé à Saint-Félicien, je suis allé visiter les jardins zoologiques où j'ai vu 4 animaux en tout et partout, parce que même quand... 4 animaux plats? 4 animaux plates. Puis là, je me dis, si je veux retourner à Saint-Félicien, je ne retournerai pas au jardin zoologique. Je vais aller vous voir, vous autres. Ben, j'espère. Parce que on a apporté des feuillets là, avec les coordonnées. De toute façon, on est sur Facebook. Oui. On a des sites web, une page Facebook. Donc, moi et Claude, nous sommes les administrateurs de ces sites-là. Oui, j'ai mis justement les liens sous le poster. Et d'ailleurs, j'invite les gens à poser leurs questions sous le poster de nos invités d'aujourd'hui. Je l'ai écrit, je l'ai dit tantôt dans mon direct, mais ceux qui ont des questions, vous pouvez le faire là. Vous pouvez faire aussi vos questions par texto au 581-500-1196. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'entendre, Bruno, parce que tu as fait des petites recherches côté scientifique. Oui. Je le sais que ce que tu vas dire, en tout cas scientifique, les dernières découvertes ou peu importe, je te laisse aller avec ça parce que je trouve que ça ferait une belle entrée en matière. Ben écoute, oui, c'est beau. Patrick veut intervenir. Ouais. C'est beau, je te laisse aller. OK, bon. Avez-vous des orignaux? Commencez pas, M. Lefebvre. Non, c'est un gag interne, mesdames et messieurs, à la maison. Vous ne pouvez pas comprendre. En passant, longue vie prospérité, c'était mon entrée de jeu aujourd'hui. Longue vie prospérité. Voilà. À la caméra. Voilà. Ben, écoutez, hier... Elle n'est pas là, la caméra. Oui. Je sais pas ce qu'elle est. Je pense que tu vois une caméra. Ben, il est ici en arrière de moi. OK. En passant, c'est vrai, je fais une parenthèse. Oui. Tout ce qu'on dit ce matin, aller jusqu'à 13h, l'émission est enregistrée avec la ciné que j'ai ici, qui filme en 1080p, en haute définition. Alors, parce que parler d'astronomie, c'est un petit peu ardu à la radio. C'est pas évident, parce que c'est très, très visuel. Sauf que j'ai suggéré l'idée à madame l'animatrice, la productrice. Réalisatrice. Alors, de faire un montage. Mascotte. Aussi, tant qu'à faire. Je suis ma propre mascotte d'émission. Prendre des images de notre émission ce matin et par la suite, je vais faire un montage. Parce qu'on va parler tantôt de planètes, de galaxies, etc. Mais parler de la Voie lactée, c'est pas évident à la radio. Mais sauf que le montage qui va être effectué dans les prochains jours, je vais insérer les éléments visuels en rapport avec cette émission ce matin. Alors, ne vous en faites pas. Vous avez le podcast qui va être disponible en audio, comme d'habitude, mais aussi en vidéo. Et je vais partager ce lien avec vous, mesdames, messieurs. Vous allez pouvoir nous suivre durant 2 heures, mais en plus avec les éléments visuels. Ça, ça va être tigidou, ça. Allez-y avec la question, M. Bruno. Oh. Bruno? Vas-y, oui, Bruno. Voilà. Tout le monde le sait maintenant, Notre-Dame de Paris a passé au feu, mais c'est pas de ça qu'on va parler ce matin. C'est que quelques jours avant... Est-ce que je m'en allais avec ça? Vous êtes en feu ce matin? Je sais pas, il y a une énergie dans le studio ce matin. À chaque émission, il y a quelque chose, il y a comme des petits farfadets qui se promènent, qui sont différents à chaque fois. Boum. Puis M. Boivin, il faut le souligner, qui est d'un stoïcisme absolument remarquable. Il comprend pas nos gags internes à Patrick et à moi, puis c'est fantastique. Ouais. Mais tout à l'heure, on va le... Ah, il connaît un petit peu aussi, c'est correct. Okay. C'est habitué avec les années. Alors, on a pris... Il est immunisé. Oui. OK, oui, continue. Ben, c'est ça, cette semaine, on a eu un grand pas en avant pour les astronomes et pour la science en général. Et pour Einstein, encore vient d'être confirmé. Voilà. On a fait la première photographie d'un trou noir. Ben oui. Et on ne parle pas ici d'une colonoscopie longue. C'est une photo qui a été faite voyons, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est l'objet céleste M87, qui est une galaxie, c'est ça? C'est une galaxie lointaine. Exactement. Et c'est de là
à ces 40 milliards de kilomètres qu'on a vu, si mon article est bon ici, où on a vu cet objet-là. Qu'est-ce qu'un trou noir, messieurs? OK. Alors, je vais faire un petit résumé. OK. Un trou noir, OK, c'est la fin d'étape de certains types d'étoiles. Mais là, je vais laisser mon collègue Claude, M. Claude, à parler, parce qu'il a tenu une conférence dernièrement à Saint-Félicien pour les membres du Club d'astronomie Les Boréalides. Alors, je vais laisser M. Claude, parce que c'est tout vrai, tout net dans sa mémoire, dans son disque mou. Alors, je cède la parole à notre collègue Claude Boivin. Il y a du Viagra pour ça, Patrick. Je savais pas que c'était un show d'humour. En principe, non, mais c'est censé être sérieux, mais en fait... Avec votre terre plate le matin. Là, c'est des retrouvailles aussi ce matin, Patrick. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine... Bon, ça fait 5 ans qu'on s'est vu à peu près, mais là, on ressort nos fous rires puis nos gags. Monsieur Boivin, le micro est à vous. Oui, c'est bien. En fait, un trou noir, un peu comme Patrick l'a mentionné, un trou noir, c'est quoi? C'est une étoile qui a au moins 10 masses solaires. Autrement dit, 10 fois la masse du Soleil et plus. C'est beaucoup, ça. Et oui, c'est bien, mais vous allez voir qu'il y a des trous noirs qui peuvent contenir des milliards de masses solaires. Les supermassifs, comme on dit, c'est comme ça? En fait, Messier 87, là, qui est dans la constellation de la Vierge, c'est un amas extrêmement massif qui contient des milliards de soleils, de masse solaire. Et en fait, puis lui, il est environ, on va parler plus en années-lumière qu'en kilomètres, parce qu'en kilomètres, le chiffre est trop gros. Oui. Alors, on dit qu'il est à 53 millions d'années-lumière. Alors, on sait que c'est pas à porte. Et que l'univers, bien, lui, ça fait un peu plus de 13 milliards d'années qui existe. Donc, ça veut dire que, il est quand même un méchant bout, en fait, de distance par rapport à nous. Et ce qui nous a permis de pouvoir identifier ce trou noir-là parmi d'autres, eh bien, c'est du fait que c'est un trou noir actif. C'est un trou noir qui a beaucoup de matière autour de lui, et cette matière-là, elle est accélérée à des vitesses astronomiques, comme on pourrait dire. Oui. Et c'est ça qui fait l'incandescence de ces gaz-là qui l'entourent. Et ça amène justement une brillance, et ça nous permet de voir un endroit qui est totalement noir. Parce qu'un trou noir, c'est par définition, c'est une région où il n'y a rien qui ne laisse sortir ou transparaître, même pas la lumière. Alors, si la lumière se dirige à l'intérieur du trou noir, elle ne pourra plus jamais sortir de cet endroit-là. Et la matière qui rentre, eh bien, fait en sorte d'alimenter le trou noir pour devenir de plus en plus massif et de plus en plus gros. Et comme je vous mentionnais, elle est à 53 millions d'années-lumière. 53 millions d'années-lumière, c'est ça, de nous. Imaginez la grosseur du trou noir, en fait, ce qu'on appelle l'événement des horizons, hein, où l'endroit où la lumière ne peut plus ressortir. Oui. Eh bien, ça doit être excessivement... les dimensions doivent être excessivement grandes pour qu'on puisse être capable de la voir. C'est que la force gravitationnelle de cet objet-là, le trou noir, est tellement forte que non seulement ça vient chambouiller l'espace-temps autour, ça vient vraiment donner un petit swing vers lui, mais en plus, c'est tellement fort que même la lumière ne peut pas en ressortir. Ne peut pas en ressortir. Donc, le trou noir, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Mais ce qu'on a observé, cette espèce de beigne d'œil de chat un petit peu rougeâtre, ce serait à ce moment-là l'incandescence des gaz et des différentes étoiles qui se défont au fur et à mesure qu'ils vont entrer dans le trou noir, c'est ça? En fait, ils sont accélérés, mais c'est pas une garantie qu'ils vont nécessairement entrer dans le trou noir. Et parce que même sur des photos qui montrent un peu la formation du trou noir et son activité, on voit des jets qui se promènent, qui sortent au nord et au sud. Alors, c'est pas des gaz qui sortent du trou noir. Ce sont des jets qui sont formés par ces gaz-là qui essaient de rentrer, mais qui sont tellement accélérés rapidement qu'ils sont comme repoussés par les pôles nord et sud. Ça fait comme des vortex, finalement. C'est ça. On a l'impression que ça sort, mais en fait, ça tourne pour mieux rentrer. C'est du rayonnement gamma, souvent, qui peuvent être... puis les gaz qu'on voit, c'est ça, c'est leur accélération. Et une partie de ça va rentrer dans le trou noir, mais il y a une partie quand même qui ne sera pas en mesure de rentrer et qui va être éjectée.
Et ça va nous aider à voir certains éléments. Comme notre galaxie, nous, là, on a un trou noir massif comme ça au centre, mais il n'est pas actif. Il a déjà été actif, un peu comme M87, mais présentement, il est tranquille. OK. Est-ce qu'on peut parler, pour faire une comparaison assez grossière, on peut parler comme un volcan qui est actif et un volcan qui est éteint ou qui est au repos? Oui, dans le même sens. Donc, qu'est-ce que ça fait un trou noir qui est inactif? Est-ce que la masse est toujours là? La gravitation se fait? La galaxie tourne autour? Les étoiles qui forment la galaxie tournent quand même autour de ce trou noir-là, mais il ne bouffe pas, là. Il n'est pas en train d'avaler les étoiles ou... Normalement, il se passe beaucoup. Il n'est pas dit que... Parce que tout se déplace dans la galaxie. Les étoiles se déplacent, les nébuleuses, les amas d'étoiles, toutes ces choses-là, ça se déplace. Et il peut arriver à un moment donné qu'une étoile ou qu'un objet quelconque puisse venir croiser, dans le fond, la région active là, du trou noir et qu'il soit avalé. Mais c'est pas ça qui va faire qu'il va devenir actif. Parce qu'il... Bon. Puis un trou noir, bien en fait, là, comme je mentionnais tantôt, c'est tout simplement noir, mais on peut le détecter, ce trou noir-là. On a des techniques. On a pris des photographies, justement, de notre trou noir à nous, qui s'appelle Sagittaire A. Et on a pu voir, au cours des années, des étoiles qui se déplaçaient autour d'un point noir. Autour d'un point où on voyait absolument rien. Et ce point-là, eh bien, on s'est dit, ben écoute, ça prend quelque chose pour faire tourner les étoiles autour d'un point. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un objet qui crée une gravitation. Il y a un effet gravitationnel qui est là. Et on est même capable de calculer sa masse, étant donné la vitesse de rotation des étoiles autour de ce point invisible. Et c'est ça, on en est venu à la conclusion que notre trou noir était là, à cet endroit-là. Vous avez mentionné l'horizon des événements tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, l'horizon des événements, c'est la zone qui fait en sorte que si vous rentrez dans cette zone-là, c'est fini. Vous n'en ressortirez plus jamais. Okay. Si vous êtes juste en bordure de cette zone-là, ça prend énormément d'énergie pour pas tomber dedans, mais vous allez être correct. L'horizon du trou noir. L'horizon des événements, oui. Okay. Et ça peut avoir des milliers de kilomètres. Ça. Je fais une parenthèse par comparaison. Un trou noir, en général, c'est à peu près 2 à 3 fois la masse d'eau du lac Saint-Jean concentrée dans un dé à coudre. C'est ce qu'on m'avait dit des spécialistes de l'UQAC à l'époque. Mais c'est ce que ça comprend les bleuets. Et que t'es plate. Les bleuets. Oh. Et les orignaux qui sont autour du lac. Non, mais sérieux, c'est quand même... j'ai une question. Je suis sûre que plusieurs auditeurs se posent la question même. Mais merci, Alain, d'en faire mention. C'est quoi? Une année-lumière, c'est combien? Oh! Bien, une année-lumière, il faudrait le calculer. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Donc, si on multiplie par le nombre de secondes dans une année, c'est un chiffre qui est aux alentours de 10 000 milliards de kilomètres. C'est énorme. Si je me rappelle, je pense que c'est 9,5 exposant 12, c'est 9,5 trillions de kilomètres, je me rappelle bien. Là. Je pense que c'est 12 chiffres après le point. Là. On dit qu'on avance à la vitesse de la lumière, mais la distance, l'année-lumière, la différence, c'est quoi? On parle des fois de la distance ou de la vitesse, c'est pas pareil pourtant. Pour moi, on dit c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce que c'est une unité de mesure, parce que les distances, disons, les nébuleuses et galaxies, c'est parce que si on mesure ça en kilomètres, ça fait des chiffres très longs, des chiffres d'ordre astronomique. Okay. On prend soit l'unité astronomique ou encore l'année-lumière, c'est encore plus simple, c'est la vitesse de la lumière parcourue en un an. OK. Puis cette lumière-là voyage à la seconde à environ 300 000 km à la seconde. Exactement, c'est ça. Alors, pour faire une minute, c'est 300 000 km fois 60. Là, on a une minute. Pour arriver à 1 heure lumière, une journée 3600. Lumière, une semaine, un mois, une année. C'est ça fait des chiffres. Là, on est dans des millions, on est 53 millions d'années-lumière de distance. Voilà. C'est que ça va prendre... Bon, ça parler du kilomètre. C'est ça, c'est 53 millions
fois... Fois le chiffre ici, là. Fois le chiffre 9,5 de Chinchouette. Ça veut dire qu'on est loin de rentrer là-dedans. Hein? C'est ça. Nous autres, on calcule à l'échelle de notre studio, on va le mesurer en mètres carrés. Nous, nos papiers, on va les mesurer en centimètres. Ben oui. Et puis, quand on prend l'autoroute 20 là, pour aller à Sainte-Croix ou aller vers l'ouest ou vers l'est, on va calculer en kilomètres. Mm-hmm. Mais là, c'est plus des kilomètres, c'est des années-lumière. Puis une année-lumière, c'est 300 000 kilomètres pour une seconde. Puis combien il y a de secondes dans une année? Multipliez ça par 53 millions d'années. Ça fait que c'est loin longtemps. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, ce trou noir-là n'existe plus. En temps réel, là, si on pouvait comme ça se retrouver devant le trou noir, il serait énorme ou il serait peut-être disparu. Non, il ne sera pas disparu. Non. Ça grossit pas, ça, justement, un trou noir? Oui, ça grossit, oui. Et ça rapetisse pas, c'est censé grossir. Mais aussi, les trous noirs, ce sont probablement les derniers objets qui vont survivre dans le cosmos, dans l'univers. Ce sont eux qui vont être les derniers vestiges de notre présence dans cet univers-là. Parce qu'ils vont finir par tout avaler. Parce que, selon Hawkins, les trous noirs s'évaporent. Mais ça prend un temps énorme. Là. C'est pour ça que je dis les trous noirs, ça va être les derniers objets à survivre dans le cosmos. Et juste une précision pour la vitesse, le nombre de kilomètres dans une année, eh bien, c'est 9,75 10 à la 15. Ah, c'est à la 15, c'est loin à la 12, OK. Donc, ça donne le chiffre que je vous disais tantôt, 10 000 milliards de kilomètres. C'est ça, une année-lumière en kilomètres. Alors, même dans Star Trek, ils ne sont pas capables d'aller vers ce trou noir-là. Ça leur prendrait... non, ça, c'est sûr que... 300 000 générations. On est même avec les satellites, là, les sondes spatiales voyageurs, on est à peine sorti du système solaire. Oui. Et le système solaire, c'est pas si grand que ça. Oui. C'est gros pour nous, mais à l'échelle du reste de la galaxie et de l'univers... C'est infime. C'est un pet de poussière. Oui, c'est un grain de sable. Ouais. Mais comment on fait... Parce que, en fait, ils ont découvert ce trou noir-là, mais qu'est-ce qui dit que ce qu'ils ont vu ne serait pas une structure au lieu d'un trou? Qu'est-ce qui lui dit que c'est un trou? Y a-t-il un élément qui fait que on peut reconnaître ça? On sait de quoi ça a l'air, mais... On dit ça, mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment un trou noir qu'ils ont capté? En fait, là, qu'est-ce qui créerait la lumière qui émane tout autour de ce trou noir-là? Qu'est-ce qui provoquerait ça, à part un trou noir? Si c'est une structure avec une lumière en arrière... Hein? Oui, mais c'est parce que, écoutez, nous autres, comme vous l'avez dit tantôt, là, nous autres, on est des techniciens, on est des praticiens de l'astronomie. Ouais. C'est sûr qu'on a quand même de bonnes connaissances au niveau de toutes ces informations-là au niveau... Mais on n'a pas fait d'études poussées comme un gars qui a un doctorat en astrophysique. C'est vrai. Donc, c'est sûr que ces gens-là peuvent vous donner des explications que vous ne comprendrez pas. Mais nous, on essaie de vulgariser ça. Ouais. Et ça a quand même une limite, ce qu'on est capable d'expliquer. Mais il y a une chose qui est certaine, comme j'expliquais tantôt, quand on a découvert la présence d'un trou noir, par le fait que les étoiles tournaient à des vitesses folles autour de ce point-là, eh bien, ça ne pouvait pas être d'autre chose que ça. Et on sait maintenant aujourd'hui que les trous noirs, dans chaque galaxie, dans son cœur, il y a un trou noir ultra massif qui a aidé cette galaxie-là à se former. Mais un trou noir, est-ce que ça se déplace? Le trou noir, c'est le point central de la galaxie. Et vous savez, la galaxie se déplace Donc, il se déplace avec le reste. Là. Mais tout se déplace ensemble. Mais il ne dérogera pas d'où ce qu'il est, là. Par rapport à la galaxie, lui, c'est le point de rotation. OK, là, c'est intéressant. Je pense qu'on va y aller de façon chronologique, aussi avec les grandeurs. On va se situer. L'être humain est situé sur Terre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend à qui. Alors, nous sommes situés sur Terre, en général. Oui, OK? Oui. Alors, maintenant, la Terre fait partie de quoi? D'un système de planètes qu'on appelle
système solaire. Le système solaire. Qui tourne autour d'une étoile, qui est le Soleil. C'est ça. Oui. Alors, le système solaire se déplace. Alors, la Terre se déplace autour du Soleil, comme les autres planètes se déplacent autour du Soleil. Alors, tout ceci, ce système de planètes, le système solaire, se déplace. Parce que nous sommes à l'intérieur d'une galaxie qui, elle, bouge aussi. Exactement. C'est que le système solaire se déplace dans la galaxie, la Voie lactée. Comme je disais tantôt, je vais mettre des éléments visuels au montage. Vous allez comprendre plus facilement, mais c'est pas grave. Alors, en résumé, c'est ça. C'est que le système solaire fait partie du bras d'Orion de la galaxie la Voie lactée et ça se déplace à l'intérieur de la galaxie la Voie lactée. Et pour faire un tour complet de la Voie lactée, ça prend 250 millions d'années. Mais la galaxie se déplace aussi dans le cosmos. Bien, en fait, nous, on fait partie de la Voie lactée. Oui, on est à l'intérieur. On la voit, quand on la voit, surtout au mois d'août, là, on la voit très, très bien. Hein, bien, c'est une question qu'on pose dans le dôme. Lorsqu'on monte le ciel visible ce soir, à l'intérieur du dôme, on voit une belle bande blanche qui passe à travers le triangle d'été au-dessus de nous. Ouais. Puis on pose la question, c'est quoi ça? La plupart des gens vont dire, bon, c'est des nuages, de la poussière ou des reflets dans l'atmosphère. La ceinture d'astéroïdes, des fois. La ceinture d'astéroïdes. Des aurores boréales. Exactement. Alors nous, on a toutes les réponses. On a toutes les réponses, mais on est là pour répondre à ces questions-là. Oui. Puis grâce à notre puissant outil pédagogique qui est le planétarium, alors on va simuler c'est quoi la Voie lactée, puis on va se déplacer. Alors on montre c'est quoi la Voie lactée et un des bras spiraux de la Voie lactée. D'ailleurs, on a une belle animation, Claude. Hein? On prend un vaisseau spatial, on sort de la galaxie la Voie lactée. Vous vous installez dans un vaisseau spatial. Exactement. Oui. C'est donc bien cool. Ça, les jeunes doivent adorer ça. Oui. Même les adultes doivent aimer les ça. adultes, c'est très, très visuel. Hein? Puis il y a du son. Puis bon. Fait que là, on sort de la galaxie la Voie lactée. On se ramasse à l'extérieur. Après ça, on voit une belle galaxie spirale qui apparaît à l'écran. On peut même la tourner à gauche et à droite, en haut et en bas. Puis après ça, on peut rentrer à l'intérieur de la galaxie la Voie lactée et on se déplace, on va jusqu'au système solaire. Mais là, on voit les étoiles avoisinantes, on voit le bras spiraux, on voit après ça le nuage d'Oort, etc. On arrive dans le système solaire. Puis on peut aller se positionner sur chacune des planètes. Ah oui. On peut rapprocher très, très proche, aller sur Mars, sur Terre, sur Vénus. Là, on voit le ciel étoilé différent de chacun de ces points de vue-là, finalement. Donc, on n'a pas tout le même positionnement des étoiles quand on est sur une autre planète qui est quand même assez loin, entre guillemets, de nous pour que ça fasse une différence. Ça, je comprends bien. Exactement. Parce que c'est ça. C'est l'aspect très visuel. Oui. C'est très pédagogique, mais c'est visuel. C'est qu'on comprend les phénomènes astronomiques. On comprend c'est quoi la Voie lactée, c'est quoi le système solaire. Après ça, les orbites autour du Soleil. On peut même simuler les comètes. OK? Les comètes. C'est une grosse boule de neige sale qui est capturée par l'attraction du Soleil à un certain moment donné, qui provient du nuage d'Oort. Ça rentre dans le système solaire. Après ça, dans certains cas, ça ressort, ou dans certains cas, ça sort du système solaire et ça ne revient plus. Fait que c'est tous des phénomènes qu'on peut expliquer à l'intérieur du dôme. Fait que pour la question du mouvement, si je comprends bien, c'est comme lorsqu'on marche dehors, finalement, à l'extérieur, on entre dans sa voiture. Mm-hmm. Là, on se déplace, on s'étire le bras, on installe l'enfant à l'arrière, puis là, on allume le moteur et on part. On n'a pas l'impression de bouger, mais on circule sur une route quand même, mais on n'a pas l'impression de bouger. Donc, nous sommes un être humain dans une voiture qui roule sur une autoroute. Mais ça, on peut y revenir après la pause, parce qu'on va faire une petite démonstration. Oui. Alors, on va expliquer c'est quoi ce phénomène-là. Justement, parce qu'il reste... on est dû pour la pause, mais on garde la suite, justement, pour notre retour. On revient tout de suite après. 14. De retour avec Patrick Tremblay. CJMD 96.9, Lévis, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. CJMD 96.9. Branche la boutique L'Inventaire, Trouvailles et Inventions. C'est au 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. C'est l'endroit par excellence pour les idées cadeaux. Que ce soit pour la cuisine, le bar, la maison ou vos enfants, vous trouverez de tout. Sur Internet, boutique-l'inventaire.com. Une boutique en ligne éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Avec une sélection des meilleurs vendeurs et des produits, par exemple, à 25$ et moins. La boutique L'Inventaire, 833 rue Saint-Joseph-Est ou... Le pub.
J'ai parti une annonce, une pause publicitaire. Mon erreur. On est de retour en ondes avec justement Patrick Tremblay, Claude Boivin, Bruno Lefebvre et moi-même, Carole Lauzé. On parlait aussi la question. Tu as parlé avant la pause, Patrick. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, bien c'est ça. Pour donner un exemple de déplacement, c'est que nous avons l'impression qu'on ne bouge pas. OK, un exemple. L'exemple le plus simple. Vous êtes sur l'autoroute 20 par exemple, ou l'autoroute 40. Nous sommes en voiture, mettons, disons à 100 km/h. La voiture à côté nous suit à la même vitesse. Alors, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, mais on se déplace à 100 km. Si la voiture grimpe à 120 km/h, ben là, elle dépasse. On a l'impression qu'elle bouge, parce que c'est pas la même vitesse. Ben, c'est pareil. C'est que nous avons l'impression qu'on ne bouge pas, mais en réalité, on se déplace à des vitesses vertigineuses. Alors, Claude, si on peut peut-être résumer, la rotation de la Terre sur elle-même, je me rappelle bien, c'est 1200-1300 km/h à peu près? 1670 km/h. Exactement. Ben voilà. Ça, c'est la rotation de la Terre. Maintenant, la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est quoi déjà la vitesse? Oui, c'est 107 280 km/h. Voyez-vous? Fait que c'est très, très vite, là. Alors, ça veut dire qu'on se déplace à cette vitesse-là. Ouais. C'est fou, là. Puis tu vois, j'ai une question de Jean Morissette, justement, qui demande question très sérieuse. Pourquoi tout est rond, incluant la Terre? Mm-hmm. Et pourquoi tout tourne autour de tout? Ben, c'est une question de force et d'équilibre, à quelque part. Parce que s'il arrive, mettons, en passant à salutation, M. Morissette. Bien sûr. Ben oui. Ben oui, il était censé venir ce matin, mais là, il travaillait. Ben oui, malheureusement, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça. Je suis sûr qu'il y aurait eu des tonnes de questions à vous poser aussi, là, mais justement, c'est bon parce qu'il met en voix en privé, fait que je peux vous les dire pareil. Bien sûr. Alors, si la Terre ne va pas assez vite, elle va être capturée par l'attraction du Soleil, et inversement, si elle va trop vite, ben, elle va sortir de son orbite. Alors, il faut que le Soleil possède une certaine masse, mais ça a une très, très grande force d'attraction. Alors, les corps célestes qui tournent autour ben, sont en équilibre. Si on veut perturber cet équilibre-là, ben là, ça va faire une catastrophe à l'échelle du système solaire. Là. OK. Ouais, peut-être juste pour répondre, pourquoi les objets sont ronds? Hein? Je pense que ça faisait partie de votre questionnement. Ben, c'est ça. Eh bien, c'est la masse qui fait ça. Si vous avez des objets de petite masse, un peu comme les astéroïdes qui tournent dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces objets-là ressemblent à des cacahuètes, ont des formes de cacahuètes ou de patates. OK. Mais si vous avez des objets un petit peu plus gros, exemple, Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, mais qui l'était auparavant, il y a plusieurs objets qui ressemblent, qui sont à peu près de la même masse que Pluton, et ces objets-là sont ronds, comme notre Lune est ronde. Parce qu'elle a une masse c'est la masse qui va faire qu'elle va être ronde. Et il n'y a pas d'autre chose que ça. Donc, plus ça tourne, plus que... Non, c'est pas la vitesse, parce que tout bouge dans l'univers. C'est juste sa masse. Exemple, les lunes, c'est pas parce que c'est des lunes qui sont rondes. Les lunes de Mars, ce sont deux petites lunes qui ont environ 10 à 20 km de diamètre, mais elles ressemblent à des cacahuètes. Les lunes de Mars. De Mars, ah oui. Phobos et Deimos, oui. Parce qu'elles sont toutes petites. OK. C'est à cause de la masse, c'est tout. C'est juste à cause de la masse. Ah, ben. Puis notre planète est plus grosse que Mars. Oui, ben on est en diamètre, on est le double de Mars. Justement. Oui. Mais... pourquoi qu'elle... Je vais péter à bulle à toutes les platistes, là, parce qu'en fait, là, justement, si ça va avec la masse, c'est un peu ça. On est une boule. C'est ça. On peut pas être un frisbee puis que les autres aient toute l'air... Non, c'est parce que c'est pas logique, ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est parce que justement, pourquoi ça serait la seule qui aurait de l'air d'un frisbee, d'un assiette? Exactement. Il me semble qu'elle devrait aller plus vite parce qu'elle lance une boule puis lance un frisbee. Il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Il pogne dans le vent puis c'est tout. Là. Non, mais je comprenais ma façon de voir. Moi, je comprends pas les plates. Là. Ben, les platistes. Non, moi non plus. Je les trouve plates. En fait. Mais je comprends pas pourquoi que des gens peuvent s'imaginer qu'on est la seule planète faite en forme d'assiette. Et en même temps, on pense que... Oui, puis ça ne me tente pas de faire un débat là-dessus. Là. Oui, ben... On n'a pas le temps. Ouais.
Non, c'est sûr. On a non, puis on a tellement de matériel à dire. Mais je veux juste le mentionner, la Terre est ronde, Simonac. OK, c'est-tu clair? C'est ça. Il y a tellement de preuves là, qui nous le démontrent que c'est, en tout cas. Ben, je fais juste regarder Stephen Hawking qui disait, vous voulez faire le test? Allez sur le bord de la mer, regardez un bateau, s'en aller, regardez à 15 km plus loin. Ben oui. Vous allez seulement voir que le top du bateau. C'est aussi simple que ça. Mettez une mesure sur votre chaloupe, admettons, votre petit bateau, là, puis prenez une mesure avec un laser, rendez-vous 5 km plus loin, vous allez voir que la mesure va être différente. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez jusqu'à 15 km ou 20 km, à un moment donné, on ne le voit plus. Pourquoi on ne le veut plus? Il n'a pas disparu, le bateau. C'est pas parce qu'il y a des vapeurs qui sortent de l'eau qui fait qu'il devient transparent, là. Il est toujours là, mais la forme c'est la courbure de la Terre. Ouais. Ben voilà. Oui. C'est ça que je comprends pas, pourquoi les gens ne comprennent pas ça. C'est parce que c'est... je vais juste le dire rapidement. La Terre est plate dans l'origine de toutes les religions, dans l'imaginaire qu'on a à l'époque, il y a 5-6 000 ans. Ici, on existe, on va nécessairement tomber dans un trou rendu au bout parce que c'est comme ça dans la nature. Puis là, cette idée de la Terre plate-là arrive en même temps que l'on n'est pas allé sur la Lune et que patati et que patata. Donc, c'est une espèce d'amalgame, une espèce d'une fractale qui parle de fondamentalistes religieux qui ont comme intérêt à alimenter leurs propos continuellement. Donc là, la Terre n'existe plus depuis des milliards d'années, mais depuis, c'est 8, 9, 10 000 ans, comme c'est écrit dans la Bible ou dans d'autres textes religieux. Donc, c'est tout ça qui vient contaminer le réel parce que quelqu'un, quelque part, qui a décidé ce matin-là que, la Bible ou tel autre livre religieux disait la vérité, puis que là, il n'y a pas de bonne humeur, il décide que tout ce qu'il y a comme réel n'est pas comme ça, qu'il faut revenir à des informations qui viennent de sources sûres, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, telle que recueillie 400 ans après la mort de Jésus, tu comprends? Ça fait que c'est un petit peu tout ça, là. Puis c'est un ras-le-bol généralisé, puis c'est de l'accès universel de tout le monde à tout le monde via les réseaux sociaux. Donc, en résumé, c'est une pensée has-been. Oui, puis c'est de l'intoxication, c'est plus de la mésinformation, c'est plus de la désinformation, c'est de l'intoxication, carrément. Alors, on ne sait plus, après ça, il y a des gens qui vont arriver, qui vont venir au monde dans ces débats-là, puis qui vont dire, c'est une question d'opinion. Ouais. Non, la gravitation terrestre n'est pas une question d'opinion, c'est parce qu'il y a une masse X qui est due au fait que la planète est une sphère, ou à peu près sphérique, là, c'est pas une sphère parfaite, mais que c'est ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir en compte, là. Il y a des intérêts qui sont derrière ça, des intérêts qui sont organisés ou pas, c'est pas important, mais ça vient toujours à peu près de la même sphère, si je puis dire. Bruno, je vote pour ça. Mais, parfaitement. Mais en même temps, tantôt, M. Boivin, il a mentionné, comme on a parlé de Pluton. Pluton a des lunes. Puis ça, tu m'as appris ça, parce que je le savais même pas. Eh oui. Patrick, sérieux, je le savais même pas que Pluton avait des lunes. Si une planète a des lunes, pourquoi elle est déclassifiée en tant que planète? C'est parce que c'est pas rentré dans les critères pour établir qu'est-ce qui est une planète puis qu'est-ce qui n'est pas une planète. Il y a des critères pour ça, dans le fond. Oui, parce en 2006, les astronomes se sont réunis pour justement mettre sur table, sur papier, c'est quoi une planète. Parce que, comme j'ai mentionné tantôt, il y avait des objets dans le système solaire qui étaient aussi gros et même peut-être légèrement plus gros que Pluton, mais qui n'étaient pas considérés des planètes. Donc, il a fallu, à un certain moment donné, dire, c'est quoi une planète? Donc, on s'est assis et on a décidé que pour être une planète, il fallait que ce soit un objet qui tourne autour d'une étoile et non pas autour d'un objet qui tourne autour d'une étoile. Donc, Pluton tourne autour d'une étoile et pour ce premier critère-là, il pouvait être une planète. Donc, il y a des décideurs en bout de ligne, à quelque part, qui fait comme... regarde, notre comité, on a décidé que Pluton, c'est plus une planète parce qu'elle est trop petite.
Ben, en fait, c'est un peu ça qu'on va arriver tantôt. Puis après ça, il y a le deuxième critère, il y a presque 3 critères. Le deuxième critère, c'était qu'il fallait qu'elle soit assez massive pour être sphérique. Si ça avait été une patate, là, ça n'aurait pas passé tout de suite, il l'aurait déclassé, mais Pluton est sphérique. Donc, ce critère-là faisait en sorte qu'elle aurait pu être une planète. Et le troisième critère, eh bien, c'est encore un critère de masse. Il fallait que sa masse soit assez imposante pour pour nettoyer son orbite. Exactement. Et ce qu'il faut savoir de Pluton, c'est qu'elle est dans la ceinture de Kuiper. Et la ceinture de Kuiper, c'est tous des objets glacés comme des astéroïdes. Et elle n'était pas assez grosse pour être en mesure de bien nettoyer son orbite. Qu'est-ce que vous voulez dire par une planète naine? Qu'est-ce que vous voulez dire par nettoyer son orbite? C'est ça. Tous les petits objets qui traînent là, dans son orbite, d'être capable d'aller les ramasser, puis de nettoyer ça, puis de les enlever, un peu comme la Terre a fait. Par sa gravité. Par sa gravité, c'est ça. Parce que Pluton et Charon sont comme en compétition. Ils font comme une danse gravitationnelle. C'est que le point de gravité est entre les deux corps célestes. Fait que les deux tournent ensemble autour d'un point commun, mais qui est en dehors de Pluton. C'est pas Pluton qui est le centre de la gravité, c'est en dehors. Les deux tournent. Il y a des animations là-dessus qu'on peut montrer dans le dôme. Là. Ouais. Alors, c'est une des conditions, c'est qu'elle n'a pas nettoyé son orbite. OK. Fait que ça marche pas. Fait qu'elle est rendue hors champ, finalement. Okay. Donc, maintenant, c'est une petite planète comme 3 autres objets. Alors, si Pluton avait été accepté dans la famille, ben c'est pas 9 planètes qu'on aurait eues, c'est 12. OK. Et elle a été déclassée. Mais lorsqu'on l'a visité en 2015, parce que les Américains, la même année, en 2006, ont envoyé au mois de janvier la sonde New Horizons visiter la planète Pluton, qui était à ce moment-là une planète, mais à son arrivée, c'était plus considéré une planète. Et juste pour vous donner un petit point d'information, cette sonde-là, qui a passé à quelques 1000 kilomètres de la surface de Pluton, a été pilotée par un Québécois. Une firme à Québec ici qui avait le contrat de piloter la sonde. Et c'est ça, en tout cas, c'était pour vous le dire. Et on a reçu des images incroyables de Pluton lors de son passage. Et à partir de ces images-là et de l'information technique qu'on a reçue, eh bien, c'est sûr que les Américains, eux, c'était la seule planète qu'ils avaient découvert. Et aurait bien aimé, avec ces informations-là, remettre Pluton dans la planète, dans la famille. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, là, comme on dit, c'est ça la glace. Ben oui. Okay. Donc, il y a plusieurs objets qui peuvent être en orbite autour du Soleil. Puis là, évidemment, la ceinture d'astéroïdes tourne autour du Soleil, finalement. Oui, mais c'est pas des planètes, c'est des cailloux, c'est des roches. Ils sont pas la forme de planète. OK. Et nécessairement, il peut y avoir, au-delà de Pluton, d'autres objets célestes qui tournent autour du Soleil. C'est qu'on rentre dans la ceinture. C'est ça. Ils sont pas des planètes, nécessairement. Planète naine. On rentre dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Cette ceinture-là, une certaine épaisseur, c'est très, très large. Là. Et c'est là qu'on cherche la planète X. La fameuse planète X. Oui, mais c'est pas celle de Zacharias Sitchin qui va nous tomber dessus à un moment donné en décembre 2012. Ça, puis Nibiru, puis tout, là. Nibiru, oui, c'est ça. Mais parce que, avez-vous... c'est justement, vous l'avez entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas la première fois qu'elle est supposée nous tomber dessus, cette planète. Ben non, on est mort 15 fois à la date depuis 2000. Mais on est dans la matrice, fait qu'on s'en est pas rendu compte. Bruno, longue vie, prospérité. Oui, merci. En fait, tu apportes un bon point. Il y a beaucoup de stock. Puis imagine-toi, au-dessus de notre Terre, avec tous les débris qu'on a, là, si t'avais on t'avait de former une lune supplémentaire avec les cochonneries accumulées, je crois bien. T'imagines, tu mets tous les morceaux de restes de fusées puis de tout ce qui traîne en cochonnerie. Mais c'est très minuscule. À l'échelle astronomique, c'est très petit, là, très, très minuscule. Quand même que ça serait... Ouais. Ça rentre dans le lac, ça, sans problème. Ah oui? Non, ça peut même tomber. Non, mais quand même que ça serait à la grosseur même pas 1 centimètre, un demi-centimètre. Tu vas dire, c'est petit. Mais c'est parce qu'à force d'avoir des 1 centimètre, quand on parle de millions de morceaux comme ça, c'est rendu que tu as un nuage autour de la Terre, là. Oui, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux pour les satellites, c'est dangereux pour la Station spatiale internationale, où on a des gens qui vivent là-dedans. Les collisions. Vous savez que la NASA suit tous les morceaux de plus de 10 cm dans l'espace qui tournent autour de la Terre. Tous les morceaux sont... ils n'ont pas le choix.
C'est ça. Ils sont suivis quotidiennement. Ils savent exactement où ils sont. Mais vous avez mentionné qu'il y en a beaucoup qui sont plus petits que ça. Alors, eux autres, c'est très difficile. Alors, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que la station spatiale est à un certain niveau, à une certaine altitude, pour éviter la majorité des petites cochonneries qui, elles, avec le temps, finissent par retomber dans l'atmosphère et s'échauffer et disparaître. Oui, dans une étoile, comme une étoile filante. Exactement. Vue du sol. En fait, tout ce qui est lumière qu'on voit dans la nuit, ça me plaît de dire ça, parce que je trouve ça bien, bien le fun. Toutes les lumières qu'on voit dans la nuit, dans le ciel, ne sont pas tous des étoiles. Oh! Mais toutes les étoiles sont des soleils. Ben oui. Bon, mais ce pas toutes les étoiles, mais ça peut être des planètes, ça peut être... On précise, on dit que les étoiles qu'on voit briller la nuit. On parle pas de planètes, on parle d'étoiles. Oui, mais des fois, on voit quelque chose qui brille la nuit. C'est pas une étoile. Moi, on mentionne dans l'animation, à M. Claude, quand on dit « le soleil, c'est une étoile », est-ce que le soleil qui est une étoile comme les étoiles qui brillent la nuit? On ne dit pas comme les planètes. Comme les étoiles, on parle des étoiles qui brillent la nuit. Oui. Nuance. Il faut écouter comme il faut. Oui. C'est pas... Mais moi, là, j'en venais... C'est baveux matin. Ben non. Mais je voulais pas dire ça pour me faire dire ça. Non, mais c'est vrai. Je dis, tout ce que je voulais en venir, qu'il y a autre chose que des étoiles. Non, c'est parce que je comprends très bien votre point de vue, parce qu'on se fait poser souvent la question. Mars, Jupiter, on peut les voir parfois. Et on voit même les lunes de Jupiter. C'est avec mon simple appareil photo. Si je mets un petit zoom un petit peu, là, je les vois. Mais même à l'œil, des fois, on peut voir les lunes de Jupiter. Il faut avoir des Moses de bons yeux, par exemple. Oui, mais ça pourrait aussi être l'objectif. Ça prend quelque chose pour grossir. Oui, parce que quand on dit on voit les étoiles briller la nuit, c'est avec nos yeux. Oui. Avec l'œil humain. Oui. Mais la planète Jupiter, ça m'arrive des fois de voir les lunes de Jupiter à l'œil nu. Très rare. Il faut avoir... faut je sois vraiment avec j'ai mis des verres de contact, par exemple. Il faut juste savoir le repérer. Le mouvement des planètes va être plus évident à déceler que le mouvement des étoiles, parce que d'une journée à l'autre, la planète, on va la voir à tel endroit, le lendemain, on va à tel endroit, alors que les étoiles qui sont autour vont prendre beaucoup plus de temps. Et on va sentir plus lentement leur déplacement. Puis aussi, dans notre dôme, j'aime ça faire la publicité, c'est le fun. Dans le dôme à Saint-Félicien, c'est que lorsqu'on regarde le ciel de ce soir, les étoiles scintillent. On simule même le scintillement des étoiles, tandis que Mars, Jupiter, c'est un point lumineux, mais qui ne scintille pas. OK. C'est dû à quoi? C'était pas les vents dans l'atmosphère de la Terre qui faisaient... C'est parce que les étoiles, ça brille, ça émet de la lumière. Oui. Tandis que les planètes... C'est le soleil. Reflètent la lumière du soleil. Ah, OK. Donc, autrement dit, c'est comme la Lune, finalement. La Lune, elle frétille pas de lumière comme le soleil. Non, parce que c'est ça, parce que c'est une réflexion. C'est ça. C'est vrai, c'est logique. Ce qu'il faudra amener peut-être une petite précision, c'est que la lumière qui nous parvient des étoiles, c'est un fil de lumière. OK? Un très mince fil de lumière. Et lorsqu'elle pénètre l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère a des turbulences dues à l'air chaud et à l'air froid. Et le fil de lumière est comme brisé légèrement, mais il reprend sa place. Alors, c'est ça qui crée la variation de luminosité des étoiles. Tandis que les planètes, eux, c'est un gros câble. C'est pas un fil, c'est un gros câble de lumière. Et même si il est perturbé par l'atmosphère, il n'est pas assez perturbé pour que sa lumière scintille. C'est comme ça que j'essaie de l'imager pour essayer d'expliquer, dans le fond, pourquoi ça scintille dans un cas et non pas dans l'autre. Ouais. Mais j'aurais aimé poser une question, peut-être continuer un peu ce que Patrick avait commencé. Oui. Puis, c'est parce que quand les gens rentrent dans le planétarium, on leur montre le beau ciel bleu. Puis là, je pose aux gens la question, est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel présentement? Il est 2 heures de l'après-midi, midi, 11 heures. Et régulièrement, les gens nous disent, mais non, il n'y a pas d'étoiles, on n'en voit pas. Mais là, j'ai dit, ça, c'est quoi ce point-là qui brille dans le ciel? Ben là, ils disent, c'est le soleil. Fait que là, je leur demande, est-ce que le soleil, c'est une étoile? Ben là, tout le monde est d'accord. Oui, le soleil, c'est une étoile. J'ai vu ça dans vos vidéos, vos captures vidéo. Et après ça, on dit aux gens, on ferme les lumières, on enlève l'atmosphère dans le planétarium, puis là, on voit les étoiles de la nuit, en plein jour.
Et là, je dis aux gens, est-ce que le soleil qu'on voit ici, c'est une étoile comme les étoiles qu'on voit briller la nuit? Et la encore moitié, là, c'est oui, la moitié, c'est non. Régulièrement, les gens ne le savent pas. Ouais. Puis là, je leur dis, ben oui, le soleil, c'est une étoile, comme toutes les étoiles qui brillent la nuit. Mais est-ce que les étoiles qui brillent la nuit sont tous des soleils? Et encore là, la réponse est régulièrement non. Mais oui, le soleil, les étoiles qui brillent la nuit sont toutes des soleils. Alors, cette question-là, ce petit questionnement-là, eh bien, ça fait au moins 5 ans qu'on la pose au planétarium en débutant chacune de nos présentations. Mm-hmm. Et jamais personne n'a été capable de répondre à toutes ces questions-là positivement, correctement. Et aussi, lorsqu'on donne des présentations au secondaire ou au cégep, là, on pose la question suivante. La lumière du soleil, qui est notre étoile, combien de temps elle parvient à nous? Combien de temps prend la lumière du soleil à nous parvenir? C'est entre 8 minutes et 8 minutes 30. Donc, c'est 8 minutes 30 lumière. C'est ça. À la vitesse de la lumière, à 300 000 km à la seconde. Il se fait 8 minutes. Puis la Lune, aller, c'est 1 seconde, puis revenir, c'est une autre seconde. Oui. Fait que c'est la vitesse de la lumière. Ceux qui écoutent Infoman ont eu la démonstration. Ils étaient allés chez un de vos concurrents qui était à Mégantic, l'Observatoire de Mégantic, et ils ont ils ont calibré un laser. Ils ont envoyé le laser sur le site d'alunissage, je pense, c'est Apollo 11, où ils ont placé une espèce de... C'est un réflecteur, c'est un miroir aligné perpendiculairement à la Terre, et ils envoyaient le laser là-dessus qui se reflétait et qui revenait vers la Terre. Et ça prenait 1 seconde et demie, 2 secondes à l'aller-retour du laser qui, lui, va à la vitesse de la lumière. Bien sûr, c'est de la lumière projetée. Non, c'est le fun, parce que je fais une parenthèse. Vous avez terminé? Vas-y. Je fais une parenthèse avec Claude. On a fait une émission sur Mars. C'est que moi j'ai enregistré une conférence au Club Vega de Cap-Rouge il y a 10 ou 15 ans. Là. C'est un spécialiste de l'Agence spatiale canadienne, M. Allard, que lui, sa spécialité, c'était de contrôler les robots sur Mars. Oui. OK? Lui, autrement dit, quand on envoie une commande au robot sur Mars, le temps que la lumière prend pour voyager, le signal radio ou la lumière, je pense que dans les meilleurs temps, c'est faire comme... en tout cas, ça peut aller jusqu'à 35 minutes, 40 minutes. Tu sais, ça peut jouer. Fait que si, mettons, le robot sur Mars voit un trou, OK, pour véhiculer, là, alors il faut qu'il envoie la commande. Il faut que lui, il prévoit les systèmes pour prévenir, mettons, que le petit véhicule tombe dans le trou. Okay. Sur la Lune, c'est pas grave, c'est une ou 2 secondes. Mais sur Mars, c'est différent. Fait que quand il envoie des robots sur Mars, il faut qu'ils tiennent compte du décalage de la vitesse de la lumière. Il faut que le rover, comme on dit en bon français, ou le Lunokov, comme les Russes avaient envoyé sur la Lune, puis qui était très en avance sur les Américains avec ces robots-là. Lorsqu'on envoie un robot sur Mars comme ça, il doit avoir des instruments de détection qui doivent être capables de détecter un objet qui est à 40 minutes, peut-être, entre guillemets, de distance pour permettre le 20 minutes d'aller-retour de commande pour que la personne qui est située sur la Terre puisse dire au robot, tourne un peu vers la gauche, non, l'autre gauche, puis pour pas qu'il tombe dans le trou Parce que ça peut être beaucoup plus long. Parce que Mars, si elle était à son plus proche, mais quand elle est à son plus loin, élongation de la Terre, c'est encore plus long, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que les systèmes soient indépendants. Qu'il y a une certaine autonomie sur Mars. C'est tout qu'un défi technologique. Oui. Parce que toutes les planètes tournent autour du Soleil, mais c'est des orbites elliptiques, c'est pas seulement des cercles. Exactement. Comme Copernic avait amené, des fois c'est elliptique. C'est à peu près sur le même axe. Toutes les planètes sont à peu près dans la même épaisseur, comme un pâté de viande, finalement. Oui, puis dans le dôme, on peut simuler justement les orbites. On montre le plan des orbites des planètes. On peut faire pivoter le plan du système solaire. Ouais. On fait des démonstrations de ce genre à l'intérieur du dôme. Autrement dit, les planètes tournent dans une certaine zone. Dans le même axe. Sur le même axe, à peu près par rapport au Soleil. C'est ça. Et le Soleil et le système solaire par rapport à la galaxie, est-ce qu'on est dans le même axe que la galaxie aussi? Non. On est tout croche. On est tous de travers. On est de travers. Nous, on est capable même de faire afficher des coordonnées galactiques. Et ça, justement, ça répondrait à ta question. Si jamais tu venais et tu disais, hey, j'aimerais ça voir dans quel axe que la Terre et que le système solaire est, là. Eh bien, ça te montrerait justement les coordonnées galactiques avec les pôles galactiques et tout ça. OK. Et on voit que c'est vraiment pas dans l'axe. OK. Et voilà. On va devoir aller à une courte pause encore une fois. Encore? Oui. Ben oui. C'est déjà 1 heure. Ben, il est midi.
Et ça passe vite. Oui, c'est ça. Il nous reste 1 heure d'émission. On a déjà la moitié de l'émission de fête. Ouais. C'est fou, hein? Ça passe vite. Ah oui, ça, c'est fascinant, ça. C'est des sujets, là... Fascinants. Oui, fascinants. Comme l'a dit M. Spock. C'est fascinant. Oui, très fascinant. On revient tout de suite après. Boivin, faites-vous capable? On revient après la pause. Oui. De retour en onde avec Bruno Lefebvre, Patrick Tremblay ainsi que Claude Boivin. En fait, je vais vous faire un petit topo avant de débuter sur la météo aujourd'hui. Présentement, il fait 5 degrés, faible averse de pluie. Présentement, les vents sont à 28 km/h et on attend peut-être des rafales de vent jusqu'à 48 km. Et en fait, là, en tout cas, j'espère, on prévoit qu'environ 15 mm de pluie additionnelle cet après-midi ou ce soir. Mais ça, on ne sait pas, là. Dis pas le mot neige, s'il vous plaît. Non. Okay. Il fait 5 degrés présentement, puis il annonce un petit peu plus que ça, justement. Des petits flocons. Et puis demain, il annonce 16 degrés. Fait que les probabilités pour les averses pour le jour de Pâques pour Québec sont très faibles. Québec, Lévis, c'est dans ces coins-là. C'est au lac, des faibles. Ça, là, moi, je suis dans le secteur Québec-Lévis, là, présentement. On a 40 de probabilité demain, mais il y a du soleil, 12 degrés. Ça va être très intéressant. Bon, c'est une bonne Pâques. D'ailleurs, le meilleur chocolat de Pâques qui existe c'est les chocolats des pères trappistes. Ça, c'est pas loin de Saint-Dolbeau. Saint-Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est plus... C'est Saguenay ou au lac, ça? C'est au lac. Bon, c'est juste un petit peu au nord de Saint-Félicien. Y a-t-il quel est le lac, finalement? On m'a pas répondu. C'est parce que tu n'as pas entendu ma question. Ma réponse. Bon, trop tard. Là, Bruno, je vais te laisser avant que je clenche avec mes questions parce que j'en ai d'autres questions, moi, là, à tonnes que j'ai pas le temps de poser. Je vous laisse aller tantôt. Mais vas-y un autre petit coup, là. Vous ne voyez pas ses yeux, mesdames et messieurs. Rapprochez-vous de vos haut-parleurs. Vous allez voir les yeux en poignard que Carole me fait quand je commence à niaiser alors que c'est pas ça qui était prévu. Alors, je vais poser la question puisqu'on était là-dedans. La position relative des étoiles par rapport à la Terre, c'est juste par rapport à la Terre. On va parler, par exemple, du baudrier d'Orion. On sait qu'il y a des gens dans le milieu ufologique qui disent qu'il y a qu'il y a des extraterrestres qui viennent de Zeta Reticuli, puis qu'il y en a qui disent qu'ils viennent de Orion, mais on va parler d'Orion. C'est comme 3 étoiles qui sont alignées. La ceinture d'Orion. La ceinture d'Orion, qu'on peut reconnaître facilement. Mais ça, c'est vu de la Terre. Si on partait dans une fusée qui va à la vitesse, qui dépasse la vitesse de la lumière et qu'on s'en va vers la ceinture d'Orion, est-ce qu'on va voir 3 étoiles alignées avec des milliards ça n'a plus la même forme, c'est sûr. D'ailleurs, on peut même simuler, je pense. On peut même simuler. C'est ça, ça serait plus du tout une entité propre. Comme si c'était un lieu, comme une maison ou un château. C'est ça. Donc, quand on dit ou quand que certaines personnes se sont prises dans un flash mauve, dire que il y en a qui viennent supposés extraterrestres venant de Orion, ça tient pas debout parce qu'Orion n'existe que du point de vue de la Terre. Exactement. Ça serait des étoiles éparpillées telles que peut-être que notre étoile à nous, le Soleil, fait partie quelque chose qui a l'air d'une constellation. Si on dessine Orion, c'est sûr que ça vient de la Terre. Ben oui. Fait qu'il faut que les personnes concernées qui voient ces figures-là dans le ciel, faut que ce soit d'ici. Si c'est vu d'une vue extérieure qui est extrêmement loin, que je ne sais pas, qui est au bord d'Orion, exemple, ou encore dans les côtés, ça n'a pas la même forme, c'est sûr. Ou même en orbite autour d'une de ces 3 étoiles. Oui, c'est ça. On ne verra pas les 2 autres qui sont alignés, puis c'est nos voisins, puis notre deuxième voisin. En fait, c'est juste un effet de perspective par rapport à la Terre. Ouais. Et comme Patrick mentionnait, dans le planétarium, on est en mesure de voyager dans la galaxie et de se rapprocher de ces étoiles-là. Et c'est là qu'on verrait qu'il y a
aucune espèce de forme qui existe là-bas. Il y a une étoile peut être à l'avant-plan et l'autre à des millions d'années-lumière en arrière. Non, c'est pas vrai. Elle peut pas être à des millions d'années-lumière. La galaxie elle-même a environ 110 000 années-lumière de diamètre. Mais elle peut être à plusieurs centaines d'années-lumière plus loin. Et ils n'ont aucun rapport entre elles. Ils ne sont pas reliés par la gravité, ils ne sont pas dans le même système du tout. Okay. Mais on aperçoit quand même des figures qui restent, comme quand même la ceinture d'Orion, elle reste à peu près elle-même, la grande ours, la petite ours, les constellations de la poêle à frire puis du chaudron. Là. Pourquoi dans le temps, vous parlez, là. Oui. Pourquoi elles restent, ces figures-là demeurent quand même fixes par rapport à nous? Il y a comme... Toutes bougent sauf eux autres. Oui. Les constellations. Pourquoi vous dites ça? Tout bouge, sauf eux autres. Bien, c'est parce qu'on dit tout le temps l'étoile du Nord. Mais regarde, mais sauf que les autres affaires tassent. Mais sauf que... Mais ça prend du temps. Comme la grande ours, dans 50 la grande ours, elle ne bouge pas même. Ça sera plus la même forme. Elle ne bouge pas. Elle bouge. Elle bouge tous les jours. Parce que ça bouge. Le seul objet qui bouge à peu près pas dans le ciel, c'est l'étoile polaire, parce qu'elle est dans l'axe de rotation de la Terre. Bien, c'est ça que c'est en ça que tu voulais en venir, Bruno, hein? Oui, mais Orion n'est pas du tout là. Orion est beaucoup plus à l'équateur céleste et elle bouge rapidement dans le ciel, mais... Elle nous suit. Bien, toutes les étoiles se suivent de façon régulière à chaque soir. Il n'y a rien qui ne bouge pas, puis il n'y a rien qui bouge plus que d'autres. Parce que nous, puisque la Terre tourne, on a l'impression que tout le ciel bouge aussi en même temps, c'est ça? C'est ça. Mais des figures comme la grande ours, la petite ours, parce qu'ils seraient peut-être... Est-ce qu'ils sont plus près de la Terre à ce moment-là? Ce qui fait qu'on a moins l'impression qu'ils se déforment? Parce qu'ils sont plus près du pôle. Des pôles. OK. Alors, si vous êtes près du pôle, vous voyez un petit déplacement, mais l'angle est le même. Mais lorsque vous êtes à l'équateur, un angle de 5 degrés, au lieu d'avoir, mettons, large comme ça, il va être grand comme ça. OK. C'est le même déplacement angulaire, sauf que dans le ciel, la distance paraît beaucoup plus grande. OK. Vous venez de le dire, c'est le déplacement oculaire. C'est qu'à le regarder... Angulaire? OK. Oui. OK. Le déplacement angulaire est le même, sauf que dans le ciel, la distance semble beaucoup plus élevée parce qu'elle est à l'équateur. OK. Donc, vous donnez raison à ceux qui critiquent. J'en suis moi-même. Les gens qui disent que ça vient de Sirius, ça vient des États réticulis, puis qu'il y a des avis là-bas, puis que, etc. C'est fondamentalement ils sont pas au courant comment ça marche, les étoiles, pour dire des choses comme ça. C'est ça. Okay. C'est sûr que ça se déplace dans le ciel par rapport à nous, c'est immobile. Sauf que j'ai déjà fait un test. J'ai pris le ciel, OK? J'ai fait une simulation. J'ai reculé dans les dates. Nous avons reculé dans les dates, centaines d'années, plusieurs millénaires dans le passé. Parce que le planétarium, on peut voyager dans le temps, dans le passé et dans le futur. Alors, je prends l'horloge, je paye sur le bouton recul rapide, et on recule les siècles et les millénaires. La position des étoiles change. Ça change énormément. Parce qu'on connaît leur vitesse, en on fait, connaît leur trajectoire. Les constellations se modifient. OK. Mais ça prend. Tu sais, les cherches-étoiles qu'on utilise, c'est peut-être bon pour 100, 150 ans. Non, plus que ça, mais à un moment donné, c'est ça. Il faut que ça soit recalibré à un moment donné. Il faut que tu mettes ça à zéro. C'est parce qu'il y a un petit déplacement angulaire, là. Fait qu'il faut se recalibrer un petit peu. Ils appellent ça le mouvement propre des étoiles. Ouais. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est le mouvement des étoiles entre elles. Alors, plus qu'une étoile va être proche, plus que son mouvement propre va être grand, plus qu'elle va se déplacer angulairement, beaucoup. Alors, si une étoile est très loin en arrière, bien, son mouvement angulaire de déplacement, il va être beaucoup plus faible. Oui. Ça, c'est comme quelqu'un, vous êtes sur une place publique, quelqu'un passe de gauche à droite devant vous à 10 pieds, il va... Ça va prendre une seconde, mais quelqu'un qui est à 100 pieds de vous va marcher de gauche à droite à la même vitesse que la personne qui vient de passer devant vous, mais ça va y prendre beaucoup plus de temps. On a l'impression que son déplacement est plus lent. Exactement. C'est une question de distance, de position. Toute la perspective. Ouais. Et puis on peut reculer de quelques 100 000 ans et on voit là que c'est complètement fou là, ce que ça va avoir. C'est un autre ciel étoilé complètement. Mais c'est ça. Puis on peut faire la même chose à l'inverse dans le futur. Mais il y a une constellation qui semble être immobile au fil des âges, dans le passé et à la fois dans le futur. C'est la constellation d'Orion. Bien, justement, c'était ma question. Pourquoi? Orion nous suit,
visuellement. On la voit bouger quand même, là. Mais les gens de l'époque, je dirais, parce que plusieurs ont fait des constructions, comme les pyramides ou dans le temps des Mayas, etc., etc. Ils ont tous Orion à quelque part dans leurs affaires, dans leur histoire, là. Puis si, mettons, on recule il y a très, très, très longtemps, si certaines structures mégalithiques sur Terre étaient basées sur la constellation d'Orion et la ceinture d'Orion, alors, non, mais c'est parce que ça me fascine, c'est un coup de ça, je trouve ça intéressant. Ben moi aussi, je trouve ça intéressant. Puis pourquoi est-ce qu'il y a, mettons, 30, 35 000 ans, un exemple? Donc, ça veut dire qu'ils connaissaient leur ciel, connaissaient l'astronomie. Tu sais, pour prédire peut-être ou prévoir des événements astronomiques. Justement, puis regarde pas ça à l'œil, là, eux autres, là. Il doit y avoir de quoi, très là. Précis. Puis pourquoi ils n'ont pas pris, mettons, je sais pas, le lion ou la Vierge, mais c'était Orion. Fait que là, tu avances dans le futur, mettons, 100 ans, 500 ans, 1000, 5000, 10 000, 50 000 ans plus tard, même chose. Toutes les constellations sont toutes déformées, puis Orion. Bon, c'est parce que peut-être qu'ils se déplacent en même temps que nous, mais aussi que les étoiles sont très loin par rapport à nous. OK. Donc, ces deux facteurs-là combinés. Avec M. Boivin, il y a quelques instants. Fait qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a très longtemps, ben, il y en a peut-être qui connaissaient l'astronomie, puis ça servait de ça. En tout cas, moi, je suis sur le plaisir. Mais quand on regarde le ciel, le moindrement, Orion, on regarde ça, on a vraiment l'impression que les 3 étoiles sont alignées. Fait que c'est déjà impressionnant. Oui, mais elles sont très brillantes aussi. Oui, bien c'est ça. Parce que l'étoile brillante, d'ailleurs, la géante rouge la plus proche de la Terre, c'est Bételgeuse, et elle fait partie de la constellation d'Orion. Okay. Une géante rouge. Bon, oui. Patrick, il faut que tu nous expliques ça. Oui. C'est quoi une géante rouge? Oui. Ben, c'est parce qu'un exemple, le Soleil. Le Soleil, qui est notre étoile, OK? C'est pas toutes les étoiles, là. Certains types d'étoiles. Il y a plusieurs types d'étoiles. Oui, il y a des géantes bleues, il y a des naines rouges, des naines jaunes, des naines blanches. Bon. Le Soleil, c'est une étoile dite standard. Dans le diagramme HR, là, qui serait un peu long à expliquer ici, mais... Une étoile ordinaire. Une étoile standard, c'est ordinaire. Ouais. Alors, l'étoile comme le Soleil va prendre environ, encore peut-être 7-8 milliards d'années à épuiser, mettons, le carburant, qui est l'hydrogène et l'hélium. OK, parce que ça marche à gaz métro, là, c'est ça? Tu as le gars de gaz métro qui va plugger Si on peut vulgariser, vraiment vulgariser, oui. Okay. Alors, le Soleil possède aussi du carburant, puis ça brûle, ça, à cause des forces qui vont vers l'intérieur et l'extérieur. En tout cas, l'adjonction des deux forces fait que ça chauffe, ça brille. OK, donc c'est quoi le carburant? J'ai fait une blague, là, mais le carburant d'une étoile telle que la nôtre... Comme le Soleil, on parle d'hydrogène et d'hélium. OK. Ce sont à peu près les premiers éléments les plus communs et les plus simples qu'il y a dans l'univers, c'est ça? C'est de base. C'est de base. Okay. C'est ça, pour fabriquer des étoiles. Alors, après un certain moment donné, genre 7-8 milliards d'années, le carburant va s'épuiser, le Soleil va commencer à gonfler comme un ballon, va envahir Mercure, Vénus, la Terre, puis peut-être Mars. Puis les couches extérieures vont exploser. Exploser. Un peu comme la nébuleuse annulaire de la Lyre, qu'on peut observer, qui s'appelle M57. Ouais. On voit une petite étoile qui est au centre, puis le reste qui est autour, ben, c'est les particules gazeuses qui ont été éjectées des couches extérieures de l'étoile. Okay. Elles sont lumineuses parce qu'elles sont comme un tube fluorescent, là, on appelle luminescence, c'est ça, à cause de l'étoile qui est au centre. Donc, le Soleil qui va rester au centre, dans 7-8 milliards d'années, on ne sera plus là, évidemment. Alors ça va continuer à briller tranquillement, puis pour peut-être devenir une naine brune, une naine noire peut-être éventuellement, mais juste une naine seulement. C'est des étoiles mortes à ce moment-là, on peut dire ça? On peut dire peut-être, mais c'est certains types d'étoiles. On dit que c'est des cadavres stellaires. Mais elle va quand même émettre la chaleur et de la lumière pendant encore des milliards d'années. Exactement. Pour devenir finalement ce qu'on va appeler une naine noire. Ouais. Okay. Et juste pour votre information, des naines noires, il n'en existe pas encore. OK. Ah, c'est-à-dire que l'univers n'est pas assez suffisamment vieux et âgé pour avoir vu apparaître ce type de phénomène-là, mais qui est compréhensible mathématiquement et chimiquement par la physique et la chimie. On sait que ça va donner... Éventuellement, il va en avoir, mais présentement, c'est ça quand même. C'est un peu extraordinaire là-dedans. Ça n'existe pas encore, mais ça va exister, mais c'est parce qu'on n'est pas assez vieux. Okay. Imaginez-vous, on n'est pas assez vieux. C'est encourageant. Je trouve ça encourageant. Oui, mais en fait, on ne le saura pas, on ne le saura pas jamais pas de notre vie. On n'en verra pas. Mais en fait,
la découverte des exoplanètes. Près de 4000 planètes semblables à la Terre. Oui, j'ai lu ça dernièrement. Là, justement, comment ils ont fait pour trouver ça, ces espèces d'affaires-là? Ça, c'est toujours bien pas rien qu'avec Hubble. Les télescopes, il y a Hubble, il y a aussi d'autres télescopes qui sont complices, là, de plus en plus perfectionnés, comme James Webb en 2020 là, ou en 2022, je pense. Ça promet. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est pas encore en activité. Mais certains télescopes comme Hubble, puis il y en a d'autres. Il y a l'autre aussi. Il y a Kepler. Là, puis il y a l'autre aussi. Là, je ne me rappelle plus le nom, mais je sais qu'il y en a 3. Là. Ils font de plus en plus des observations précises. Je me dis que si nous, on a de la vie sur notre planète Terre, qui est en 3e position dans notre système solaire, et qu'il y a des systèmes solaires identiques aux nôtres, plus loin. Ben voilà. Tantôt, on parlait de la galaxie La Voie lactée. C'est quoi une galaxie? En fait, c'est un îlot qui contient près de 200 milliards d'étoiles. Imaginez, juste la Voie lactée, là. Environ 200 milliards lactés. Puis dans le dôme, nous faisons un exercice qui est super intéressant. On montre des animations sur les aurores boréales. Puis à la fin, on voit une vraie image qui a été captée. OK, dans une région du ciel qui n'est pas plus grosse qu'un dixaine. Dans l'espace. Qu'on tient à bout de bras, là. À bout de bras, là. OK? Puis le télescope spatial Hubble, qui en passant, qui est le télescope le plus puissant du monde actuellement. Qui est en orbite. Dans l'espace. Alors, ils ont pris des photos durant 10 jours de temps. Dans un espace pas plus gros qu'un dixaine à bout de bras. Après 10 jours, ils ont traité les images. Et dans le dôme, on voit apparaître toutes sortes de points blancs. Là, on pose la question suivante aux gens. Est-ce que ce sont des étoiles? La plupart vont dire oui. Ce ne sont pas des étoiles, mesdames, messieurs. Ce sont tous des galaxies. Puis chacune des galaxies... Oui, pas plus gros qu'un dixaine, là. Il y a des milliards de galaxies là-dedans. Puis chacune des galaxies peuvent contenir jusqu'à 200 milliards d'étoiles. Puis, en moyenne, chaque étoile peut peut-être contenir entre 2 et 7 planètes habitables ou encore semblables à la Terre. Donc, imaginez, est-ce que la vie ailleurs existe? Bien, il y en a qui pensent que non, il faut croire. Ben là, il y en a qui pensent qu'ils sont le nombril du monde puis qu'ils sont... Juste le système TRAPPIST qu'on a découvert à 39 années-lumière d'ici. TRAPPIST avec les 7 planètes autour, il y en a 3 apparemment qui seraient propices à la vie comme la nôtre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la zone habitable. De lumière et de chaleur. Voilà. Ils ont juste peut-être pas notre forme. Ils ont peut-être 4 pattes, 5 pattes, comme ils peuvent... Ils n'ont pas découvert encore qu'il y aurait peut-être possiblement de l'eau, mais sauf que maintenant, on est capable de dire qu'il y a certaines planètes qui sont dans une zone habitable autour de certaines étoiles, imaginez. Donc, c'est sûr qu'il y a la vie ailleurs, à quelque part. Là. Alors, mais le futur télescope James Webb, eh bien, lui, ça devrait être une possibilité pour lui, là. Mais aussi, il y a des télescopes terrestres qui sont de plus en plus performants, dont le grand télescope qui est en train de se faire construire au Chili, qui devrait avoir un miroir de 100 mètres de diamètre. Et avec ça, on pense qu'avec les exoplanètes, on devrait être en mesure de voir c'est quoi la composition de l'atmosphère sur ces exoplanètes-là. Alors ça, probablement, ces télescopes-là vont nous amener un pas plus loin dans la direction de la vie ailleurs, peut-être. Puis pour découvrir, la teneur d'une atmosphère, je me souviens jamais là, de l'atmosphère d'une autre planète, est-ce qu'on le fait par spectrographie comme on m'avait montré en secondaire 4 en chimie, puis que je comprenais pas, puis que j'ai fini par comprendre? Oui, écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux, mais habituellement, c'est comme ça qu'on procède. On est capable d'analyser la lumière qui part de l'étoile en arrière et qu'on connaît sa composition et qui passe dans l'atmosphère de l'exoplanète. Et à partir de ça, on est capable de mesurer dans cette lumière-là, eh bien, sa composition et savoir quels sont les gaz qui sont dans l'atmosphère. OK. En se calibrant sur le type de lumière qui est émise par l'étoile, on fait la traduction et puis on peut avoir la fiche signalétique de ce qu'il y a dans cette atmosphère. C'est certainement par la spectroscopie qu'on va y arriver. OK. Là, j'ai une question sérieuse, là, qui va éliminer les méprises côté observation d'OVNI, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des planètes pour un engin. En fait, c'est des étoiles qu'on voit à l'horizon. Expliquez-moi, je connais la réponse, mais j'aime mieux l'entendre de votre bouche, parce que j'en ai déjà fait mention, mais peut-être que mon opinion n'est pas assez de poids. Mais en tout cas, bref, venant de votre bouche, ça serait peut-être intéressant de le savoir. Pourquoi une étoile paraît plus grosse au lever, à l'horizon planétaire, comme autant pour la Lune
Et pourquoi le soleil se lève rouge ou se couche rouge? Tu sais, il y a plein de questions, mais je sais que je vais vous laisser aller avec ça pour ce qui est des étoiles, parce que si je me fais comme Altaïr, mettons, qui est une tu sais, oui. il peut arriver que certaines étoiles vont être à l'horizon, mais qui vont clignoter rouge, vert, jaune, et les gens vont tout de suite dire, ça y est, c'est un ovni, garde. C'est gros, c'est rond, et ça clignote de toutes les couleurs. Elle me vise en disant ça. Là. Ah oui. Okay, je suis gros, je suis rond, mais est-ce que je clignote vraiment? Tu clignes des yeux. Je cligne des yeux, OK. C'est ça. Ah, t'es coco. La Pâques, hein? Ben, c'est qu'à l'horizon, l'atmosphère est plus dense. Donc, ça n'a pas le même effet visuel. Non, ça fait l'effet loupe. Oui, ben c'est ça. C'est que pourquoi sa lumière elle est plus rouge? Parce que ça laisse passer plus le rouge. C'est une question comme une sorte de prisme, finalement. C'est une filtration. Oui, c'est ça. C'est plus une filtration qu'un prisme. OK. Oui, c'est plus dense. Pour que le soleil nous paraisse rouge. Oui. Ouais. C'est une filtration. Et le ciel rosé, puis tout. Là, Et c'est pour ça qu'au-dessus de nous, le soleil paraît bleu. Parce que l'atmosphère... Le soleil, il paraît bleu. Ah ben, je veux dire, c'est bien. On vient de le pogner. On vient de le pogner sur quelque chose. On commence à être fatigué, on a travaillé fort. C'est vous qui allez payer le repas tantôt après l'émission. C'est que la couche d'atmosphère étant plus mince, le ciel paraît bleu parce que la diffusion de la longueur d'onde du bleu, c'est elle qui est absorbée. Tandis qu'à l'horizon, eh bien, le soleil a laissé une partie de son bleu dans une partie de l'atmosphère. Après ça, une partie du jaune, du vert. Et ce qui nous reste après ça, c'est juste le rouge. Parce que lorsqu'on... je veux vérifier si j'ai bien compris. Lorsqu'on regarde vers le ciel, la tête en l'air, il y a quoi? Il y a peut-être 15-20 km d'atmosphère? Oui, je ne peux pas vous dire l'épaisseur en kilomètres, mais je sais que c'est plus mince. Mais quand on regarde à l'horizon, ben là, on voit sur des centaines de kilomètres à l'horizon. Parce qu'on regarde au travers. Il y a beaucoup plus d'air, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est une question de positionnement, c'est relatif. Il n'y a toujours que 10 kilomètres d'atmosphère, mais lorsqu'on la regarde sur le long, là, on en voit plus. Parce que l'atmosphère a une certaine épaisseur, mais à l'horizon, c'est qu'on rentre... on a tout le rayon de la Terre. On a tout le rayon de la Terre en épaisseur d'atmosphère. Ouais. La Terre a 12 000 km de diamètre. Donc, quand on voit un soleil à l'horizon, ben, c'est la distance entre nous et le soleil, c'est le rayon de la Terre. On a 6 000 km d'épaisseur. OK. Ouais. Est-ce que Mars, par exemple, on dit qu'il y a une forme d'atmosphère sur Mars qui semble-t-il pas aussi dense que chez nous, sur la Terre. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, le ciel de Mars pourrait être d'une autre couleur que le bleu? Ben oui. Il pourrait être vert, par exemple. Il pourrait être orangé. Il pourrait être en fait, le ciel de midi est caramel et le ciel qui est au coucher du soleil est bleu. C'est bizarre, hein? Spécial. Parce que sur la longueur, on voit on arrive à peu près à la même épaisseur qu'il y a en hauteur pour nous, qui fait que c'est bleu. Là-bas, on le voit à l'horizon. Mais c'est fascinant. Parce que c'est pas les mêmes substances qu'il y a sur Mars. Puis ça ne changera pas la qualité de la lumière qui va arriver sur nous. On ne sera pas bleu ou vert ou rouge. On va quand même se voir avec la lumière qui vient du soleil, qui est une lumière blanche. Il peut arriver que les couleurs, mais ça, je ne suis pas un spécialiste, là, parce que sur les sondes qui ont marché, qui ont roulé sur Mars, ils avaient, avant de prendre une photo, ils photographiaient une espèce de un petit jeu de couleurs, là. Oui, un registre. Qui était comme la référence des vraies couleurs qui existent sur Terre. Ouais. Et après ça, il était en mesure de corriger les erreurs pour qu'on les voit comme ça, les pays. OK. OK. Donc, peut-être juste pour rager sur un point, pourquoi les objets paraissent plus gros à l'horizon? Oui. Eh bien, en fait, ils sont pas plus gros, ils sont plus petits. Parce que les objets sont un rayon de terre de plus loin que lorsqu'ils sont au-dessus de nous. Donc, je comprends pas, là. Je vais le dire, mesdames et messieurs, je ne comprends pas. OK. C'est fantastique. Donc, c'est juste un effet de perspective encore. C'est que lorsque l'objet, soit la Lune ou le Soleil, est à l'horizon, on a des objets pour le comparer. On a des maisons, on a des montagnes, on a des arbres, on a toutes sortes de choses avec lesquelles on peut le comparer. Et
étant donné qu'on a des objets de comparaison, eh bien, on a l'impression qu'il est plus gros que lorsqu'il est au-dessus de notre tête. Mais les gros couchers de soleil, là, en Floride ou dans les Antilles... Si on prenait des jumelles, mais sans les lentilles, OK, puis qu'on regardait la grosseur du soleil à l'horizon ou la Lune avec des tubes qui nous enlèveraient toutes les références qu'il y a autour, on ne le verrait pas plus gros que lorsqu'il est au-dessus de notre tête. Ça, vous m'avez bien comme il faut. Moi, j'étais sûr qu'il y avait un effet de loupe causé par justement l'épaisseur d'atmosphère. C'est une illusion, en fait. Quand on va dans le désert, puis on voit de l'eau qu'il n'y a pas. Oui, c'est des effets optiques. C'est des effets optiques de chaleur, c'est ça. Mais pourquoi aussi? Là? Il y a une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi le ciel est bleu? J'allais te la poser. On pose la question aux auditeurs. On ouvre les lignes. Pourquoi le ciel est bleu? Texto, allez, c'est quoi? 5-8 heures, je viens de le dire, Patrick. Là. Tu veux vérifier si on a écouté ce que j'ai dit? C'est pas vrai, on est occupé avec la caméra, là, mais en tout cas. Ouais. Mais là, on va devoir aller pour une dernière fois à la pause parce qu'il reste 30 minutes à l'émission. Mais bougez pas parce que je vais avoir une question d'ordre assez... Là, c'est pas des rumeurs, c'est des histoires, c'est des choses que j'ai vues et qui circulent sur le net depuis plusieurs années. On va en discuter, ça a rapport avec les struttrices. OK. Puis le lac, es-tu calé, finalement? Il me répond pas. Non, toi, tu vas manger de l'orignal tout pour dîner, je pense bien. Oh. On revient tout de suite après la pause. De retour, et pour la dernière demi-heure de l'émission, ce que je vais trouver assez... là, je vais faire jaser un peu M. Claude Boivin parce qu'il ne sait pas la question qui s'en vient. C'est ça qui est drôle. Le lac est-il calé? vas-tu le savoir? Là, c'est trop. Hein? Es-tu plate? Non, mais sérieux, là, je vais vous parler d'un truc. Je sais que vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Je veux parler ici du mystère des Dogons. Oui, c'est ça, c'est un peuple africain. Moi-même, j'ai pris connaissance il y a quelques jours. J'ai lu là-dessus, OK, c'est plus ou moins controversé. Apparemment, c'est un peuple actuellement qui vit au Mali, en Afrique. Exactement. Les Dogons de Sanga. Il y a des places où ils disent que c'est 300 000, d'autres disent 700. Fait que je sais pas, ils ont dû... c'est ça. C'est parce que ce que j'ai lu, c'est que c'est un monsieur et une madame français de Jean-Marc Bonnet-Bidot et puis son épouse, il y a Germaine Dieterlen et Jean Rouche. Jean Rouche, par ailleurs, c'est pas un deux de pique. Là. Jean Rouche est quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire du cinéma au niveau documentaire. Dans les années 20 et 30, ça se peut-tu? Non, c'est plus récent. Là. Le document, moi, j'ai vu, date de 98. Là. Ah, OK. Ouais. Moi, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont vécu parmi eux. Puis, ils ont vécu parmi ce peuple-là. Puis, ils ont dessiné des formes, des cartes du ciel sur le sable. Ou, avec des cailloux. Avec des cailloux, exactement, pour représenter, qui parlait de Sirius B, à cette époque-là, c'était pas découvert. Exactement. Sirius C, apparemment, Sirius B, je pense que c'est une naine blanche. Oui. Fait qu'eux, ils connaissaient déjà, il y avait apparemment une connaissance de l'astronomie assez poussée. Je trouvais ça assez fascinant. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti là-dessus, puis ça a été controversé, là. Oui. Mais il reste que, tu sais, c'est quand même... On se pose des questions. Oui. Ça, parce que dans la culture Dogon, il y a plusieurs cérémonies, il y a plusieurs trucs qui sont... Oui, puis sont axés apparemment sur la culture à tous les sens du mot, apparemment. Oui. Puis parmi le plus important, c'est une cérémonie qui se déroule à tous les 60 ans. Ah, c'est pas 50 ans? Tous les 60 ans. Okay. Et c'est pour rendre hommage à ce qu'ils appellent eux autres Sigi Tolo, qui est Sirius, qui est l'étoile du Sigi dans leur langage. Ben oui. Et elle a lieu tous les 60 ans. Or, les Dogons ont toujours dit que là où est Sirius, il n'y a pas juste Sirius. Il n'y a pas juste un point de lumière, il y en a un autre. Or, ce deuxième point de lumière-là a été découvert, c'était au 19e siècle. Et ça, les témoignages des Dogons en Afrique, ça date d'avant le 19e siècle. Oh oui, ça date de l'époque de la colline... C'est bien avant ça, oui. C'est à l'époque où on découvrait l'Afrique et tout ça. Et la naine blanche, elle prend exactement 60 ans
pour faire son orbite autour de Sirius. Et à tous les 60 ans, ils font une cérémonie pour souligner l'existence de cette deuxième étoile qui, elle, prend 60 ans. Donc, de 60 ans d'orbite à 60 ans de fête, puis qui disent qu'il y a 2 étoiles là au lieu de une. Au 19e siècle, avant déjà qu'on le découvre, cette Sirius B-là, au 19e siècle, c'est quelque chose. Là, présentement, Carole est morte de rire, puis Patrick me fait des grands signes de la main, comme si on était à la petite école avec le doigt pointé. Oui, avec la face qui a envie de broyer, puis bien rouge comme une tomate. C'est parce que je veux faire une parenthèse. On a parlé d'Orion. Oui. Sirius, elle est à gauche. Là, on ne la voit pas ce temps-ci de l'année parce qu'Orion est au couchant à l'ouest. Mais durant l'hiver, elle est franc-sud. Puis on voit la constellation du Grand Chien qui est à l'ouest d'Orion, en bas. Fait que l'étoile la plus brillante du ciel, qui est Sirius actuellement, fait que c'est à côté d'Orion. Je dis ça en passant pour se situer. Alors, les gens qui voient Orion dans le ciel, on la voit encore aujourd'hui, mais le Grand Chien est bas à l'horizon. Mais l'étoile Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, puis ça fait partie de cette constellation-là, qui est à côté d'Orion. OK. Sirius est la plus brillante du ciel. L'étoile la plus brillante, ouais. C'est pour ça que toute une gamique autour de Sirius. Oui, mais il y a ça au Capella aussi. Non, mais c'est juste pour situer les gens, veut dire... Oui. Oui, c'est ça. Sirius, c'est la plus brillante des 2 hémisphères. Oui. OK. Ouais. C'est pour situer les gens au niveau luminescence des étoiles, mais aussi où est-ce qu'elle est située. Okay. C'est près d'Orion, parce qu'on parlait d'Orion tantôt. Oui. Quand on parle des hémisphères, on parle des hémisphères de la Terre. L'hémisphère nord, ce qui est au nord de l'équateur. Donc, nous, on est sur l'hémisphère nord. Donc, on a un ciel étoilé qui correspond à ce qu'on peut voir, mais l'hémisphère sud, eux, voient un autre ciel étoilé. C'est ça, d'autres constellations. Voient d'autres constellations. Or, et les nuées de Magellan. OK, que nous, on ne peut pas voir. C'est ça. Mais que dès qu'on traverse l'équateur, on peut apercevoir. Les nuées de Magellan, c'est quoi? C'est des amas d'étoiles ou c'est des gaz? C'est une galaxie irrégulière. OK, c'est de l'autre bord, c'est de l'autre bord du pont, ça, là. C'est une galaxie, là. Non, pas tout à fait. C'est une galaxie satellite. Ouais. Ce qui n'est pas pareil. Bon, OK. C'est parce que quand on parlait tantôt de simulation de la Voie lactée, avec notre manette de jeu, on peut la tourner, là. Oui. C'est qu'on peut voir justement les amas d'étoiles au-dessus et en bas, en dessous, puis on voit les nuées de Magellan. On peut le simuler dans le dos. Puis on voit justement ces 2 petits nuages distincts, là. C'est notre galaxie voisine qui est à 150 000 années-lumière. C'est plus proche. C'est la plus proche de nous. Oui, Andromède, c'est 2,2 millions d'années-lumière. OK, parce que nous, on peut voir Andromède dans le ciel. Mais c'est une galaxie spirale semblable à la Voie lactée. OK. Puis quand on parlait que c'est une galaxie satellite qui tourne autour de nous. C'est-à-dire que nous, on est dans une galaxie autour de laquelle tourne une autre galaxie. Une petite galaxie telle que la Lune tourne autour de la Terre. Exactement. C'est ça. Mais c'est fantastique. Et régulièrement, elle se fait arracher de la matière lorsqu'elle arrive trop près de nous. OK, parce que la gravité générale de notre galaxie, qui est la Voie lactée, va aller chercher parce qu'elle est plus petite et plus faible. Elle donc se rapproche de nous régulièrement. Ouais. Et à un certain moment donné, quand elle est vraiment trop près, ben là, elle se fait arracher de la matière. Ou elle vient se frotter après nous. Et à ce moment-là, c'est ça, elle perd un peu de matière. Et avec le temps, eh bien, un jour, elle ne sera plus là. Elle ne sera plus là. Qu'est-ce qui se passe quand 2 galaxies s'entrecroisent comme ça? Collision de galaxies. Ben, fait, Andromède, dans environ 3 milliards d'années, va venir nous rencontrer de pleine face. On va être au CHSLD, nous autres, à cet âge-là, Carole. Des effets de marée entre les galaxies. Et il y a une fusion qui va tout simplement se faire. On dit qu'on ne pense pas que le Soleil et la Terre vont être affectés par cette fusion-là, mais pour ceux qui vont être sur la Terre, ça devrait être un spectacle incroyable. Ben, ils vont voir un paquet de lunes, un paquet de planètes. Mais ils vont voir un ciel illuminé de gaz nouveaux qui vont s'enflammer et qui sont en train de se fusionner, là. Allez, on va manquer ça. Et le ciel va être illuminé. La nuit, on va avoir de la difficulté probablement à voir les étoiles. On va surtout voir ces gaz-là. Mais là, il ne faut pas paranoïer. Là, c'est loin d'être pour demain, tout ça. Là. Ben non, c'est ça. Mais l'espace entre les étoiles dans une galaxie comme dans l'autre sont tellement vastes qu'il y aura très peu de collisions. La probabilité de collision sont extrêmement faibles. Mais ça va être de l'attraction entre les étoiles, ou est-ce que là, ça va être des échanges de plasma de ces étoiles-là, de l'une à l'autre? Le gaz, là, parce que y a beaucoup de gaz quand même là, qui est réparti dans les 2 galaxies. Ce sont ces gaz-là qui vont s'allumer dans le ciel. Là. D'ailleurs, une autre question qu'on nous pose, pourquoi est-ce que la nuit est noire?
Ben, le soleil est de l'autre bord de la Terre. Pourquoi il fait noir la nuit et non pas le contraire? C'est aussi clair que le jour. Mais pourquoi qu'on a un ombre au sol? Sa question, elle revient à ça, là. C'est pourquoi quand je marche dos au soleil, j'ai mon ombre est en arrière. Je vois mon ombre. C'est la même chose avec la Terre. Ah, ça, c'est les francs-maçons. Vous connaissez... Les Men in Black qui me suivent, genre... Vous connaissez Allan Poe, là? Edgar Allan Poe. Oui, il y a des histoires à faire peur. Alors, lui, là, et puis d'autres personnes, même des scientifiques, là, se sont posé la question, pourquoi la nuit, le ciel est noir? Ouais. Parce que, d'après eux, à ce moment-là, on pensait que l'univers était infini et que l'univers avait toujours existé. Hein, parce que, était fixe. C'était là. Oui, c'est ça. Et que ça, c'était la religion qui voulait ça. Et qu'on se disait que si l'univers est infini et que les étoiles existent depuis toujours, eh bien, la lumière de toutes les étoiles dans l'univers devrait nous atteindre. Et à ce moment-là, la nuit, eh bien, ces lumières-là devraient nous éblouir, comme le jour. Elles sont loin, comme vous disiez tout à l'heure. C'est comme juste un petit fil de lumière qui se rend à nous. Puis mais il y en a des milliards et des milliards. Mais on les voit. C'est pas toutes ces étoiles-là qui ont suffisamment de force pour qu'on voit à l'œil nu. C'est pour ça. Mais le soleil ne nous éclaire pas la nuit. Là. C'est juste ça. Non, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Mais ces étoiles-là, elles, sont face à nous tout le temps. Ben oui. Mais même le jour. Même si on ramassait, par exemple, sur une photo, on ramassait toutes les étoiles qu'on voit, bon, on n'aurait même pas un dixaine. En fait, il avait raison. Bon, je vois des visages qui ont un gros point d'interrogation. On apprend des affaires à matin. On est là pour ça. Ben oui, puis dans le dôme, quand nous allons au planétarium de Saint-Félicien, alors vous avez la chance de nous visiter. L'adresse. C'est qu'on explique ces phénomènes-là. Oui, l'adresse est le site Internet. Là. Internet, c'est planétariumsaintfélicien.com, mais vous tapez Planétarium Saint-Félicien sur Facebook. Vous allez voir des textes, des vidéos, les liens sur les sites web. Okay. Alors, c'est qu'on explique tous ces phénomènes-là. Justement, pourquoi la nuit est le noir, on a une vidéo là-dessus. OK. Donc, M. Boivin, Edgar Allan Poe avait raison pour dire que finalement, on devrait avoir beaucoup de lumière la nuit, mais on n'en a pas suffisamment. Et pourquoi? Non. Elle est là. La lumière est là, sauf que ce qu'on ne savait pas dans ce temps-là, c'est que l'univers, on pensait que l'univers était stable. Mais l'univers, on sait qu'il est en expansion. Et c'est cette expansion de l'espace-temps qui fait que la lumière qui part change de fréquence, change de niveau de fréquence en fonction de la distance. En fonction de la distance. Oui, ça veut dire que la lumière s'échappe. C'est plus de la lumière blanche visible qu'on voit, ce sont des micro-ondes qu'on voit. Okay. Et nous, nos yeux sont pas faits pour voir des micro-ondes. Mais la lumière qui disait qu'elle aurait dû être là, elle est là, mais sous une forme de micro-ondes. Qui n'est pas perceptible par l'œil et le cerveau. C'est ça. Alors, il n'y avait pas tort de penser ça. C'est intéressant. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est que les lunettes de nuit, par exemple, qui vont augmenter la sensation de luminosité, là, c'était vert au début quand ça sortit. Ça, ils vont effectivement... C'est des appareils qui sont capables de capter ce type de lumière-là qui est rayonnante. Non, parce que ça, c'est de l'infrarouge. Et nous, c'est plus des longueurs d'onde plus longues que ça, des micro-ondes. OK. Donc, on peut quand même voir avec un appareillage particulier. Est-ce qu'il y a des observations astronomiques aussi qui se font dans ce rayonnement de lumière-là? Dans la longueur du micro-ondes? Oui. Eh bien, la brillance primaire du Big Bang, qui appelle le fond cosmologique, est aujourd'hui visible dans le milieu du micro-ondes. Et à partir de ça, eh bien, on a été capable de comprendre plein de choses. Là. OK. Parce que là, c'est la lumière telle qu'elle nous arrive avec le temps. Aujourd'hui, oui. Mais là, sachant que c'est ce type de lumière-là, on est capable de déterminer quel type de lumière il y avait dans les premiers millionièmes de secondes d'existence de l'univers lors du Big Bang. C'était à certaines longueurs d'onde qu'on était capable de détecter. Et ça, on appelle ça le fond cosmologique. Et c'est une gradation de température en fonction des couleurs. Oui. C'est comme si on regarde très loin à l'horizon
les couleurs ont tendance à disparaître et s'en aller plutôt vers le gris. Quand on en regarde au loin avec un téléobjectif ou avec un télescope planté vraiment à l'horizontale, on perd des couleurs parce que, comme vous disiez tout à l'heure, la lumière est filtrée par l'air. On appelle ça de l'extinction. Oui. Un peu comme quand on fait, mettons, de la photométrie dans le ciel et qu'on veut mesurer les étoiles au niveau de leur brillance, eh bien, il faut calculer l'extinction due à l'atmosphère. Et l'atmosphère va nous modifier la couleur. Oui. Un peu ce que vous expliquez à l'horizon, qui est le même principe. Oui. C'est comme pour le son, on connaît peut-être plus l'effet Doppler, on est sur un point, sur une route, et on entend la sirène d'une ambulance lointain, puis le son change au fur et à mesure qu'il se rapproche. Après, et plus il s'éloigne, il redevient comme il était. En fait, c'est le même principe. Là. On voit que quand il s'approche de nous, la fréquence est plus haute parce que les ondes sont compressées vers nous. Et lorsque l'objet s'éloigne de nous, eh bien, étant donné qu'il s'éloigne, la longueur d'onde du son va être étirée. Oui. Et on va avoir une fréquence plus basse. Oui. C'est l'effet Doppler. OK. Mais là, justement, on a parlé, on a commencé à parler des dogons, mais on n'a pas fini. Puis là, il reste à peu près 5 minutes à l'émission, parce qu'après ça, je présente les prochains invités de la semaine prochaine. Oui, OK. En 5 minutes. Donc, les dogons, l'affaire des dogons, qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous? Le fait qu'ils savaient, qu'ils connaissaient l'existence d'une seconde étoile, qui avait une rotation de 60 ans sur Sirius A, et qu'ils font une cérémonie des 60 ans pour souligner que c'est en honneur de cette étoile-là. D'où ça peut sortir, une chose comme ça? Dossier à suivre, parce que moi, pour moi, c'est nouveau, là. OK. Dossier à suivre. OK. Mais c'est une belle hypothèse. OK. Qu'en est-il des peuples dont les mythologies disent qu'ils viennent des étoiles, par exemple? Les Dogons, c'est ça aussi, ils disent qu'ils viennent de là, qu'ils ont été déposés ici. Il y a les Inuits de l'ouest du Canada qui disent qu'ils sont arrivés dans le corps d'une grosse baleine, puis qu'ils échoué sur la berge, puis ils sont sortis de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dépasse un petit peu l'astronomie, mais on rentre dans le philosophique un peu? À quoi ça touche cette fascination, d'une part, pour les étoiles comme lieu d'origine et lieu d'identification, de dire que, voilà, on est capable de tracer un dessin imaginaire en reliant les étoiles entre elles pour faire une constellation de la Vierge, la constellation du Poisson, l'astrologie et tout ça. Tout ça, c'est valide aussi en astronomie, mais vous ne faites pas de prédiction sur l'avenir avec ça, évidemment. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est parce que c'est là, puis que c'est beau, puis que c'est magnifique, puis ça nous inspire? Ça vient de où, toute cette... moi, j'aurais une question à poser. Oui. Que les gens sortent de l'ombre, puis qu'ils témoignent. On pourrait faire des enquêtes. Ce serait intéressant. Oui, on pourrait inviter un dogon. Je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est parce que l'ordinateur vient de planter ici. J'ai perdu le livre que je voulais vous présenter. Il y a un Jean-Marc Bonnet. Jean-Marc Bonnet-Bidot, oui. Oui, Bidot, qui est un astrophysicien qui est allé les rencontrer, justement, ces êtres-là, ces personnes-là. Récemment? Oui, en 98, en juillet 1998. Okay. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on a présenté les Dogons. Il était avec Germaine Dieterlen et Jean Rouche. Comme je te disais, Jean Rouche, c'est une grosse pointure. T'entends son nom la première journée quand tu rentres en cinéma, puis t'entends encore son nom la dernière journée quand tu sors de tes cours de cinéma au cégep à l'université. Puis ils sont allés enquêter sur le rôle primordial de l'étoile Sirius. Mais ce serait le fun. Dans la cosmogonie des Dogons. Bon. Ça pourrait faire un bon dossier à suivre. Oui. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, mais là, il reste comme plus de temps. Là, Bon. Là, je vais le savoir. Est-ce que oui ou non, la question que je t'ai posée, c'est oui ou non la réponse? La réponse de? Lac Etikali. Moi, je suis encore avec les Dogons, là. Oui, parce que moi, ça m'a frappé. J'ai déjà sorti avec une fille de Sainte... Je pense qu'il était en cours de route. Je pense qu'il était en cours de route. Il était en train de... Mais de toute façon, écoutez... Le mot neige,
tantôt, vous avez mentionné que vous êtes tanné d'entendre le mot neige. Oui. Puis moi, j'essaie d'éviter la neige. Toi, t'as dit ça, moi, oui. Mais là, tu me reviens avec ça, c'est de l'harcèlement sur monsieur. Oui, c'est du harcèlement psychologique. Fait arrêtez de parler de la neige. Je suis un réactionnaire. Puis pire, parler des glaces. OK. Ouais, il y a ça. Mais c'est ça. Puis, c'est ça. Carole... merci beaucoup de votre invitation. Oui, parce que là, je ne sais pas s'il reste du temps pour parler ou pas. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Il est en train de, c'est ça? Mais servir d'un bout à l'autre, ça prend une seconde, puis tout est rendu dans le fond. Ça dépend si la terre est plate ou si la terre est ronde. Ah, OK, d'accord. Moses de questions plates. Alors, je précise que cette émission est enregistrée sur vidéo. Alors, je vais insérer des éléments visuels. Il va y avoir un montage qui va être fait en rapport avec l'émission de ce matin. Alors, ça va être à suivre. En fait, là, on a Manon qui est avec nous, Manon, pour l'émission Codef 3.0, qui suit dans quelques instants. Comment ça va, ma belle Manon? Hey, ça va super bien. On a écouté votre émission en s'en venant. Wow, que c'était intéressant. Merci, tu avais vraiment des invités... top aujourd'hui. Oui, hein? Et moi, j'ai appris que Pluton est plus reconnu comme une planète. Non, ça a bien l'air que non. Ben, moi, j'ai appris ça. J'ai grandi avec ça au primaire puis secondaire. Puis, paf, une année du jour au lendemain, c'est une planète naine. Puis. Regarde, on a trahi notre âge. Je suis de la même époque que toi. Dans un instant, à Codef, c'est ça que tu veux savoir. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai vraiment une émission extraordinaire aujourd'hui. Okay. Ça va être... Wow! Écoutez, j'ai reviré ça de bord hier. OK. Ouais, du dernière minute, des fois, c'est magique, hein? Ah ouais. J'ai fait la rencontre. Écoute, j'invite une grande dame de Lyon à l'émission aujourd'hui que j'ai rencontrée hier. Oh, OK. Donc, je devais absolument profiter de son passage au Québec pour venir à l'émission Codef. Avec elle, il va être question de comment retrouver l'harmonie dans notre vie de couple. Okay. Je vais également recevoir un Lévisien pour parler de l'homme derrière la performance. On va également, dans notre histoire inspirante de cette semaine, on a Caroline qui a tout, mais absolument tout lâché pour l'amour. Et l'amour, pour elle, c'est plus fort que les mots. Ouais. Elle est partie, écoutez, elle est partie aux îles Vierges. Elle ne parlait pas anglais. Elle est partie avec un anglophone qui ne parlait pas français. La suite, tout à l'heure, à Codef 3.0. Hey, ça va être intéressant, ça. Oui. Et on va faire tirer live une paire de billets pour le spectacle de Melvis and the Jive Cats. Et que j'ai... Pas pour rien que je suis des cours d'anglais, hein, vous le voyez. Une gracieuseté de Gris Chaudière-Appalaches. Le spectacle a lieu dimanche le 28 avril à 12h30 à la Cache à Maxime. Okay. Donc, il va falloir que les gens nous appellent en nombre pour gagner la paire de billets. Manquez pas ça. Ben oui, on va être là à Codef tantôt, on va avoir bien du fun. C'est clair. Oui. Ah, ben c'est le fun. Et la semaine prochaine, gang, on va faire l'émission en direct à Victoriaville. Il va y avoir le séminaire de MUFON et on va faire une émission en direct. J'ai quelqu'un, Jean-François va être là. D'ailleurs, je souhaite à Jean-François ils viennent de se faire opérer. Comment on dit ça, donc? Un prompt rétablissement. Prompt rétablissement, exactement. Oui. Parce qu'ils viennent de se faire opérer et juste mon pauvre enfant. Il souffre. Il souffre aujourd'hui. Je dis, garde, prends une petite pause. La semaine prochaine, il va être en direct là-bas avec son cellulaire. Mais en tout cas, on va faire une émission en direct avec la gang de MUFON. Alors, prends soin de toi, Jean-François. Oui, ça a l'air que c'est... non, je ne veux pas raconter ça. Non, on ne racontera pas ce qui se passe, mais prends soin de toi. La personne la plus importante, c'est toi-même, Jean-François. Exactement. Donc, reviens-nous en forme. Exactement. Je veux remercier aussi mon ami Bruno Lefebvre d'avoir été là. Tu peux prendre le micro ici, oui. Bienvenue, Carole. Oui, ben, moi, j'aime bien ça quand tu es là, Bruno. Ça, oui. T'égayes les émissions, en fait. Pourtant, parce que justement, niaiserie, c'est pour que tu arrêtes de m'inviter. Mais non, mais ça pogne pas, j'aime ça. C'est que tu t'es fait avoir. Là, vous continuez à faire la même chose, des niaiseries à chaque émission, puis à continuer à vous réinviter. Si vous voulez plus venir, il va falloir que vous changez votre tactique, je pense. C'est ça. Mais moi, à votre place, je continuerais. Hein? C'est ça. De la ceinture, ça. Moi, à votre place, je continuerais à faire vos niaiseries, là. Mine de rien, là. En tout cas, moi, je vous dis ça, là. Moi, je trouve ça très intéressant de vous écouter en m'en venant dans mon auto, là. Bref, c'est ça. Là, on va quitter dans quelques instants parce que là... Il faut quand même dire que Code F 3.0, c'est quand même une excellente émission aussi. Je veux dire, moi, je vous écoute. Oui. Vous nous écoutez sur votre retour, c'est ça, hein? Oui, ou chez moi. Ben, en retour, oui, c'est ça. Je l'écoute dans l'auto, moi aussi, à m'en allant. Mais
m'amener, je souviens que je poigne plus le poste là, parce que je fais quand même 45 minutes. www.969fm.ca. Une belle application également, Carole. Je fais ça, moi, tu sais, je me déplace beaucoup dans une semaine. Hein, et parfois, j'ouvre l'application puis j'en écoute un bout. Aussi. Il y a des invités qui nous interpellent plus que d'autres aussi. Hein? Il y a des émissions qui nous interpellent plus que d'autres. Il y en a qui sont plus musicales. Puis le lundi soir, là, le show qui donne chaud. As-tu déjà écouté ça? Oui. Oh my God, qui fait chaud quand on écoute ça. Bref, sur ça, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Joyeuse Pâques, en fait, aussi, parce que je ne l'ai pas mentionné vraiment. Et donc, la semaine prochaine, en direct de Victoriaville pour le séminaire de MUFON. Et on va parler avec plusieurs enquêteurs différents de ce qui va se passer là-bas. Je suis en train d'organiser quelque chose avec Éric Tessier, justement, de MUFON, en collaboration avec Jean-François, qui va être notre porte-parole là-bas. Alors, sur ce, la semaine prochaine, je vous souhaite bonne fin de semaine. Bye!